bonsoir à tous et comme à chaque fois, merci d'avoir fait l'effort de venir ce soir pour la deuxième partie de ce qu'on a commencé la semaine dernière. Et je vais faire en sorte que ce ne soit pas une utopie ce soir, je parlerai beaucoup moins longtemps et je vous laisserai à vous la parole et du coup la possibilité d'avoir plus de temps d'échange que nous en avons eu la semaine dernière, puisque nous n'en avons pas vu. Bien, donc je vais repartir en fait, tout simplement, de là où on en était resté, comme on pourrait le faire dans n'importe quelle université populaire, comme dans n'importe quel cours finalement. On avait quitté le début du 19e siècle, dans une phase un petit peu particulière de l'histoire des idées, puisqu'on a vu que la clé d'entrée choisie la semaine dernière, c'était de présenter le libéralisme lui-même comme une utopie, et de rappeler que les principaux auteurs que l'on va chercher aujourd'hui, souvent pour expliquer la situation dans laquelle on est, etc., s'inscrivaient dans une démarche philosophique très particulière, à la suite de la philosophie des Lumières. Et on a vu que parmi ces auteurs des Lumières, ceux qui ont posé les bases de l'utopie dans laquelle nous vivons encore en grande partie, notamment l'utopie d'un contrat social républicain, démocratique, dans lequel chacun d'entre nous pourrait s'épanouir. Alors là, je dis bien que nous vivons encore dans cette utopie, et non pas dans sa réalisation, pas forcément, on va y revenir plus précisément ce soir, à ce sacré XXe siècle et ce début du XXIe siècle. Et donc ces auteurs utopistes se revendiquaient pas comme tels, pas nécessairement, mais lorsqu'on lit les travaux d'un auteur comme Adam Smith, dont je vais expliquer à plusieurs reprises qu'il était autant philosophe qu'économiste et historien, ces auteurs ont à un moment considéré que la société émergente, la société marchande, la société commerçante, était une forme de libération de l'individu qui constituait une étape fondamentale dans l'histoire. Et encore une fois, je le redis, il faut bien avoir en tête que lorsque Smith écrit, dans les années 1750, 60, 70, eh bien on n'a même pas encore franchi le cap de la révolution industrielle. Et Smith mourra pendant la révolution industrielle anglaise. Donc il n'a pas vu, de ses yeux, il n'a pas pu constater les effets réels du développement d'une société marchande et capitaliste. Néanmoins, Smith avait quelques intuitions sur la relation qui était en train de se nouer entre les maîtres et les travailleurs, et on y reviendra. Il pose aussi les bases, et c'est important, j'ai insisté dessus la semaine dernière, il pose les bases d'une critique libérale de la société contemporaine. Et j'insiste sur ce point. Il est possible aujourd'hui d'utiliser les auteurs libéraux pour critiquer ce qu'est la société capitaliste telle qu'elle est devenue, et en particulier dans sa version néolibérale. Le néolibéralisme étant très éloigné, et j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres conférences, le néolibéralisme étant très éloigné justement des idéaux libéraux. Et donc, à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, une fois que la révolution industrielle se met en place, une fois que le capitalisme s'épanouit pleinement et notamment donne naissance à une organisation spécifique du travail, une division rationnelle du travail organisée par les maîtres de fabrique, une transformation radicale des conditions de vie, non seulement parce que, bien entendu, l'un des premiers effets de la révolution industrielle, c'est un exode rural massif, une urbanisation des populations, le développement de grands centres urbains industriels, dans lesquels la population ouvrière vit de manière totalement misérable. Et ça, encore une fois, il ne s'agit pas que d'une description que vont en faire les socialistes, mais que vont faire certains libéraux eux-mêmes, certains libéraux s'inquiétant très rapidement des formes également d'abrutissement dans l'organisation et la division du travail. Donc plusieurs problématiques vont émerger dont certains libéraux ont conscience, des mauvaises conditions de vie ouvrière. Autrement dit, une liberté qui a été gagnée, car le salarié est plus libre que l'apprenti qui travaille pour un maître, comme l'expliquait très bien Adam Smith. La plupart des métiers, à l'époque, s'apprennent en quelques jours, mais tout apprenti doit rester pendant plusieurs années sous l'autorité d'un maître qui lui apprend son métier, mais qui en réalité en profite pour le faire travailler sans le payer. Et ça, c'est bien important de l'avoir en tête. À un moment, le salariat a été considéré comme étant une forme de libération des individus. C'est-à-dire que tout à coup, le travailleur devient son propre maître, même s'il doit passer pour survivre à un contrat de travail avec un capitaliste, etc. Mais on voit que cette relation a permis un gain de liberté dans la relation de travail, mais que ce gain de liberté ne s'est pas traduit par une amélioration des conditions de vie, voire parfois même une dégradation des conditions de vie.
car le fait que les travailleurs se retrouvent à subir, ou en tout cas à accompagner un exode rural, conduit aussi à des formes de désaffiliation sociale qui sont déjà enfermantes dans la réflexion des auteurs de l'époque, fin 18e, début 19e. Le travailleur des campagnes qui part à la ville se coupe en même temps des réseaux de solidarité qui sont ceux de son village, de ses activités rurales, et donc vont émerger progressivement ce qu'on a appelé par la suite une nouvelle question sociale. Alors qu'on bascule d'une société rurale, organisée autour de solidarités traditionnelles, à une société industrielle, urbaine, dans laquelle les seules formes de solidarité sont des solidarités que reconstruisent, quand ils le peuvent, les travailleurs au sein des usines et dans des grandes villes dans lesquelles ils vivent misérablement. Et donc très rapidement, dans ce contexte-là d'un développement économique qui ne produit pas immédiatement les promesses qu'il aurait pu faire, c'est-à-dire celle d'une amélioration générale des conditions de vie, dès l'époque, dès le début 18e, c'est une question qui est sensible, on y reviendra, puisque c'est une question qui est récurrente, mais encore une fois, l'objectif de repartir au XVIIIe et XIXe siècle était bien de nous permettre de saisir que les questions qu'on peut se poser aujourd'hui ont déjà été soulevées à plusieurs reprises dans l'histoire des idées. Autrement dit, qu'il est possible, pour reconstruire aujourd'hui des utopies, de s'inspirer aussi de ce qui a été fait auparavant dans l'histoire. Et donc, on s'était quitté sur les Saint-Simoniens, les Fouriéristes, Godin, et ces premiers auteurs que l'on qualifie aujourd'hui de socialistes, qui ont, les premiers, proposé que l'industrie et la science se développent au profit de ceux qui travaillent. Autrement dit, au profit de ceux qui jusque-là subissent l'industrie, subissent le développement économique, que ceux-là même, les travailleurs, profitent et bénéficient véritablement des progrès que pourrait permettre une organisation scientifique du travail, etc. Et j'avais insisté la semaine dernière sur le fait que, du coup, ce sont des utopies qui vont s'appuyer sur la science et la raison pour se construire. Il ne s'agit pas de se projeter de manière totalement, farfelue et sans argument dans un futur qui n'existera jamais. Et on a vu que ça, c'était quelque chose d'important la semaine dernière. Il s'agit bien de parler ici d'utopies qui se sont construites par la raison et qui ont tenté, pour la plupart, de s'appuyer sur des arguments scientifiques. C'est le cas notamment de Saint-Simon et des Saint-Simoniens. Chez Saint-Simon, on est vraiment dans une organisation très rationnelle du travail, dans laquelle ce sont des ingénieurs qui vont travailler à concevoir des machines et une organisation du travail qui soit la plus efficace possible et qui en même temps respecte les travailleurs. Donc on est dans cette perspective-là, dans ce qu'on appellera par la suite l'organisation scientifique du travail. Et ce qui est intéressant, c'est que pour ces auteurs, ces utopistes, la figure de l'ingénieur va être une figure importante. Chez Saint-Simon, la figure importante, c'est celle de l'ingénieur en tant que scientifique qui conçoit des machines, donc l'ingénieur conçu dans à l'interface de la technique et de l'économie. Pourquoi est-ce que cette figure est importante? Parce que l'ingénieur est également un travailleur, quelqu'un qui a appris, donc quelqu'un qui n'est pas du côté du capital. C'est quelqu'un qui, à l'image des autres travailleurs, a appris, a acquis des compétences, et ces compétences, il va les mettre au service des autres. Et ici, on a quelque chose d'important, c'est que cet ingénieur joue un rôle d'autant plus important qu'il peut être une sorte d'interface entre le capital et le travail, mais surtout, encore une fois, il n'a pas hérité de la situation dans laquelle il est. Il construit sa propre situation sociale, sa propre position sociale, grâce à l'apprentissage, même si, bien entendu, à l'époque, les ingénieurs venaient plutôt des grandes familles qui avaient les moyens de payer des études à leurs enfants, bien entendu. Mais ici, il y a quelque chose d'important parce que cette figure de l'ingénieur économique va se développer aussi par la suite dans le XIXe siècle, comme l'ont montré certains chercheurs, sous la figure aussi de l'ingénieur social. C'est-à-dire que ces auteurs vont se penser littéralement comme mettant au service de l'intérêt général ce que la science, à la fois du point de vue économique, du point de vue technologique, mais aussi du point de vue de la connaissance sanitaire, de la connaissance du fonctionnement de la société, vont mettre ce savoir au service des autres. Et ici, l'idée de l'ingénieur, ici ce qui va être important, c'est l'idée aussi de neutralité politique de l'ingénieur, de mobilisation du savoir. Bien entendu, je répète là plusieurs fois la même idée, mais c'est quelque chose d'important, cette idée à la fois que l'ingénieur est un individu qui travaille comme les autres, mais aussi un individu qui va pouvoir avoir une posture neutre. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que du coup, l'utopie ici est proposée comme quelque chose d'autant plus réaliste que ce n'est pas une utopie qui se voudrait
influencé par une idéologie et par des formes partisanes d'intervention économique et sociale. Et nous avons vu, et je reviens dessus parce qu'on va parler d'expériences modernes qui font écho à cela, on a vu que dans ces différentes réflexions, certains étaient allés jusqu'à la mise en œuvre, et c'est le cas de Gaudin et de son phalanstère utopique, et on avait fini rapidement, je vous avais montré les images de ce familistère de Guise dans le nord de la France, en Normandie si je ne m'abuse. Enfin, pour moi c'est vaguement la Normandie, j'ai une vision très écrasée de la géographie du Nord, c'est dans le nord de la France. C'est au-dessus de Paris, c'est pas juste comme on entend le nord ici, c'est-à-dire au-dessus d'Avignon. Non, c'est vraiment au-dessus de Paris. Et donc, ce familistère de Guise est très intéressant parce que c'est la mise en pratique littérale d'une utopie. On est donc bien dans une utopie qui se réalise et dont on a vu la semaine dernière qu'elle existe encore. Bien entendu, pas sous cette forme-là, mais cette coopérative, Gaudin, a perduré dans le temps et on peut encore aujourd'hui, et c'est mon cas comme je vous l'avais dit, nourrir l'utopie d'avoir un jour une gazinière Gaudin. Ce familistère de Guise regroupe en même temps, et c'est là-dessus qu'on s'était arrêté, regroupe dans des lieux d'habitation, de travail et d'éducation ce qu'on peut appeler des coopérateurs. Parce que c'est une grande idée qui va naître au cours du XIXe siècle, que celle de la coopération. Et j'étais allé très rapidement parce que les portes étaient quasiment en train de se fermer au moment où j'ai conclu la semaine dernière. Que ce qui était important pour ces auteurs, c'était de se projeter dans une utopie qui mette fin à la lutte des classes. Mais attention, ces auteurs, que Marx a qualifiés, je ne sais plus si je l'ai ici, la citation de Marx, elle est écrite en tout petit ici, Marx méprisait en grande partie ces utopistes qui voulaient déjà construire la société socialiste avant même que la société capitaliste ait pleinement développé son potentiel productif et de croissance. Pour dire les choses simplement, et je le dis, c'est ma lecture de Marx, 2 siècles après, Marx n'aimait pas trop les auteurs qui pouvaient risquer de concurrencer sur son propre terrain. Et pour ceux qui ont vu le film excellemment fait, 2 ou 3 petites erreurs près sur le jeune Karl Marx, on voit bien cette mise en concurrence aussi avec le reste du mouvement socialiste. Mais ce qui est intéressant chez ces auteurs, c'est la volonté de dépasser les affrontements qui sont en train de se mettre en place entre le capital et le travail, c'est-à-dire entre ce qu'on appelle la bourgeoisie, les capitalistes, et ceux qui mettent en œuvre le capital, le travail, et qui ne bénéficient pas des fruits de leur production. On a vu, et je le redis, avant de rentrer pleinement dans les questions de ce soir, et on a vu que cette question, les libéraux eux-mêmes y étaient confrontés. Adam Smith expliquait qu'un échange idéal est un échange dans lequel chacun échange avec les autres le fruit de son propre travail et reçoit en échange, et c'est un principe de justice fondamentale dans l'échange avec la théorie de ce qu'on appelle la théorie de la valeur travail, je reçois en échange de ce que j'ai fabriqué avec mon travail, l'équivalent, le même équivalent en travail, à travers un objet produit par quelqu'un d'autre. Et ce principe de justice est fondamental, parce que ça veut dire que, par l'échange, j'obtiens, à travers bien entendu des marchandises, j'obtiens l'équivalent des efforts que j'ai fournis. Et ce principe de justice dans l'échange, j'en reparle aujourd'hui parce que je vais parler par la suite du commerce équitable et de nouvelles utopies qui ont émergé dans les années 60-70 et qui sont revenues à la question de la valeur travail et de ce que c'est que la justice dans l'échange. Il y a donc un problème fondamental dans la société capitaliste, c'est que celui qui produit ne reçoit pas en échange de son travail l'équivalent du travail qu'il a fourni. Par la force des choses, puisque ce qu'il a produit, il doit en partager les résultats avec celui qui l'a fait travailler. Et autrement dit, ici se pose une problématique fondamentale, aussi bien pour les libéraux utopistes comme Adam Smith que pour les socialistes, c'est comment justifier que par la seule possession d'un capital, on puisse s'approprier le travail d'autrui. Et ici, c'est quelque chose d'important que j'ai déjà évoqué depuis maintenant 5 ans que je fais des conférences ici, parce que j'ai déjà évoqué la question de la transformation du travail, des inégalités, etc. Se pose ici une question fondamentale. Comment la société libérale et capitaliste peut-elle en même temps expliquer que la richesse vient de l'effort et du travail, et justifier que les 1% les plus riches qui s'accaparent, qui se sont accaparés l'année dernière, entre 75 et 80% de la croissance mondiale, soient en même temps ceux qui ne travaillent pas. Et là, il y a un hiatus. Il y a quelque chose de très complexe. Comment justifier en même temps
le mérite, la méritocratie dans la République qui est la nôtre, et expliquer que les 1% les plus riches vivent d'un capital dont la plupart du temps ils ont d'ailleurs hérité. Donc là, il y a quelque chose de très complexe et on y reviendra à cette complexité. Mais la grande idée des utopistes socialistes, des socialistes utopiques du début du 19e siècle, c'est d'aller vers une rupture de cette différence entre le capital et le travail. Et le meilleur moyen de faire rupture, c'est le format d'organisation, la forme d'organisation qu'on appelle la coopérative. C'est-à-dire une organisation dans laquelle chaque travailleur est en même temps propriétaire du capital. Ce qui fait que, et c'est ça, c'est ainsi que va naître ce qu'on appelle l'économie sociale. Attention, parce que j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de l'économie sociale et solidaire, je vais revenir ici ce soir sur certaines définitions. L'économie sociale, malgré son nom, ne s'explique pas par le fait que ce soit une économie inscrite dans les questions sociales. L'économie sociale est une forme juridique d'organisation des activités. Donc ce qui définit ce qu'on appelle l'économie sociale, c'est d'abord et avant tout, ce sont d'abord et avant tout des statuts juridiques. Et des statuts dans lesquels, et c'est là quelque chose d'important, chacun est propriétaire du capital et, à ce titre, a la même voix que tous les autres lorsqu'il s'agit de s'exprimer pour faire des choix sur l'organisation et le but du travail collectif. Et ici, ce qui est extrêmement fort, c'est que ces socialistes utopiques vont essayer de faire rentrer la démocratie et l'utopie démocratique, un homme, une femme. C'était pas non plus des grands féministes à l'époque, mais c'est le principe un homme, une voix. Aujourd'hui, il faudrait un homme, une femme, une voix, bien entendu. Mais c'est cette idée-là qui va être très forte, c'est de dire qu'il n'y a pas de raison que la démocratie ne se pense pas également dans la sphère productive, dans l'activité économique. Il s'agit donc, en établissant une fusion entre le capital et le travail, d'opérer une fusion entre l'utopie démocratique de la sphère politique et l'utopie démocratique dans la sphère économique. Et ce qui est important, c'est que cette utopie reste encore aujourd'hui extrêmement active et est en partie mise en œuvre dans certaines expérimentations. Nous allons donc arriver à présent au sujet de ce soir, à savoir revenir sur une série d'utopies réelles. Et je vais revenir ici très simplement sur des choses que vous savez, hein, mais le but du jeu c'est d'entamer le débat. J'espère que vous me proposerez d'autres expériences utopistes et utopiques dont vous auriez entendu parler, ou dans lesquelles vous auriez vous-même éventuellement fait des expériences utopiques, hein, après tout pourquoi pas. Lorsque je vois la composition de l'Assemblée, je me dis que certains d'entre vous ont peut-être vécu quelque chose dont je vais parler ce soir. Alors, ces utopies réelles. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de commencer aux années 60-80 ? Pour essayer d'être cohérent avec ce que j'ai raconté la semaine dernière. Poser aujourd'hui la question des utopies fait d'autant plus sens que nous devons aujourd'hui affronter l'effondrement des utopies qui sont nées juste après la guerre. Ces utopies qui se sont formées, non pas dans les années 60, mais dès la fin des années 40, les années 50, le début des années 60, c'est l'utopie des Trente Glorieuses. C'est-à-dire l'utopie du développement d'une classe moyenne qui accéderait à un niveau de vie correct, une réduction des inégalités, un accès à la propriété, etc. etc. Et, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est à cet effondrement, à l'effondrement de cette utopie que nous assistons. Mais dans le même temps, d'autres utopies ont vu le jour. Et je vais donc revenir rapidement sur les grands moments que j'identifie en tant que chercheur, en précisant bien entendu que ce découpage historique peut largement être mis en question. Et vous pourrez peut-être en proposer d'autres, remonter en amont, ou alors dire que non, il faudrait partir de plus loin, etc. Alors, les années 60 à 80. Je vous avoue que je suis sensible au rythme ici que j'utilise, parce que ce sont des rythmes que j'observe moi sur le terrain, là, par exemple, actuellement. Il y a souvent un lien entre la recherche qu'on est en train de faire et ce qu'on vient raconter dans les conférences. J'utiliserai beaucoup les expérimentations que je suis actuellement dans la vallée de l'Aube, et qui m'ont confronté du coup à ces différentes strates historiques et ces différentes étapes historiques de construction d'utopie. Alors, je dirais qu'il y a une phase qui va des années 60 à 80. Alors, pourquoi est-ce que je fais une phase aussi longue pour parler de choses très différentes ? D'abord parce qu'il y a, dans les années 60, un mouvement utopiste qui va être associé, et qui est encore aujourd'hui associé, dans l'esprit collectif, au mouvement hippie.
on va dire, c'est le flower power américain, c'est mai 68 en France, c'est-à-dire l'arrivée à un moment d'une contestation portée par la jeunesse, hein, la plupart du temps, contestation qui va être celle de la remise en question d'un ordre établi aussi bien dans... Enfin, là c'est marrant en même temps, là en arrivant j'ai écouté la rediff de Pop 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 de cet après-midi, l'émission Antoine Decaune avec Patrick Rambaud qui justement parlait de cette période-là, de la naissance d'Actuel, etc. Je me disais, bon ben voilà, on est en plein dans cette période-là. Et le moment où une partie de la jeunesse va s'interroger sur son avenir, du coup va s'interroger sur le réel, puisque c'est là d'où on est parti la semaine dernière, quel est le réel qu'on nous propose et quel est le réel que nous pourrions souhaiter. Et tout à coup une jeunesse va dire, ben, le réel que nous propose la société, l'ordre établi, n'est pas le réel que nous souhaitons, ni la manière de s'épanouir qu'on nous propose, c'est-à-dire s'épanouir à travers le travail, à travers la poursuite d'études qui donne lieu à ensuite, bien entendu, des schémas classiques que certains aujourd'hui maintenant regrettent, auxquels beaucoup regrettent aujourd'hui de ne pas pouvoir accéder, c'est un paradoxe, mais du coup des utopies importantes sont nées aujourd'hui qui peuvent sembler d'autant plus, je dirais, déplacées historiquement, que ce sont des utopies qui naissent dans l'abondance. Et du coup, porter un regard sur ces utopies qui sont nées dans l'abondance, alors que nous vivons, nous, dans une période de crise, qui a commencé, on va voir, je sais pas, dans les années 70, qui s'est accentué dans les années 2008-2010, c'est d'autant plus étrange de s'interroger sur ces utopies qui étaient la remise en question de la croissance telle qu'elle existe, des modèles d'insertion dans la société telles qu'elles étaient produites, etc. Mais il n'en reste que, ce qui est intéressant, c'est que cette remise en question s'est traduite pour une partie importante du mouvement de contestation. Cette remise en question s'est traduite par la proposition d'utopies à mettre en pratique, et en particulier des utopies communautaires, et qui se sont traduites par le déplacement, un exode rural inversé, puis un retour aux sources, un retour dans des espaces ruraux qui commençaient à être délaissés. En préparant c'est marrant parce qu'on préparait la conférence. Ce qui est marrant, quand on m'a proposé de faire les conférences, une semaine après, je suis tombé sur une série d'émissions sur Inter, puis après d'autres sur Culture, etc., qui parlaient de ces choses-là. Et je suis tombé sur des interviews d'Ardéchois, de très vieux Ardéchois, qui ont vécu l'arrivée de cette vague hippie. Et c'est très marrant parce que je trouvais, alors pour le coup, vraiment en Ardèche, ce qu'on trouve aussi dans les Cévennes, et dans les Cévennes ardéchoises notamment, ce qu'on trouve dans les Cévennes, ce qu'on trouve en Ariège, ce qu'on trouve dans la vallée de l'Aude, etc. C'était un moment des populations qui étaient vieillissantes, des zones rurales qui étaient en train de se dépeupler, puis sont arrivés des gens avec des projets, mais des populations extrêmement diverses. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ces mouvements, et qui en auraient une image très générale des hippies qui sont partis s'installer pour vivre dans des sortes de communautés sexuellement libres, dans lesquelles on vivait de fromage de chèvre, etc. L'archétype largement diffusé, c'est vrai, il y en avait. J'avoue que quand j'étais jeune, via mes parents, je suis passé plusieurs fois dans des endroits de ce type. Mais il y a eu aussi beaucoup d'autres expérimentations qui ont été menées. Ce qui est important, c'est qu'on a à ce moment-là une première vague de néo-ruraux, c'est-à-dire de gens qui quittent la ville et qui se déplacent dans les zones rurales avec d'autres projets de vie que ceux qu'on leur a proposés. Et c'est important, pourquoi? Parce que, de fait, alors bien entendu, il y a plein de ces expérimentations qui se sont soldées par des échecs, qui ont donné lieu aux remarques. Je pense par exemple à toute la vague qu'il y a dans les années 80, il y a des films comme ça qui ont été faits très moqueurs il y a des BD, une BD de Lausier qui porte là-dessus, etc. Et qui a donné lieu à un film. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment tout à coup on a ce qu'on évoquait la semaine dernière, le regard condescendant, paternaliste. Voilà, c'est des jeunes qui partent faire des expériences, qui n'ont pas grand-chose dans la tête, et puis finalement ça finit par échouer, et on finit par rentrer dans le rang. Alors bien entendu, quand après vous avez des gens qui ont soi-disant participé à ce type d'utopie et de libération sexuelle notamment, et qui ensuite sont ceux qui sont devenus par la suite des publicitaires, et je dirais les grands artisans du néolibéralisme qui vous expliquent que si à 50 ans vous n'avez pas une Rolex, vous avez raté votre vie. Parce que Jacques Ségala incarne parfaitement, effectivement, je dirais, la déviance totale vis-à-vis de l'utopie. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a eu de nombreuses expériences qui ont été menées dans ces années 60, 70, qui ont donné lieu à des constructions socio-économiques et politiques particulièrement intéressantes.
d'autant plus intéressante qu'elles servent aujourd'hui d'exemple. Et là, je ne vais pas prendre un exemple en France, je reviendrai par la suite sur un exemple espagnol. Mais je vais revenir sur toute cette période et ensuite je reviendrai sur une expérience espagnole qui a commencé dans les années 60, à la fin des années 70. Hein, bien entendu, il a fallu attendre la mort de Franco pour que cette expérience puisse se mettre en place. Mais je reviendrai justement sur des mouvements concrets, utopiques, qui sont mis en place et qui n'étaient pas juste, comme le dirait n'importe quel bon père de famille visant à faire de ses enfants des cadres respectables. Ce n'étaient pas juste des bandes de zozos, hein, pour dire la chose simplement. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que l'image qu'on garde hein, de ces années-là, et je peux dire, hein, moi je suis né juste après hein, ce mouvement mai 68, hein, je nais au tout début des années 70, et étant jeune, j'étais plutôt dans une position un peu de rejet de ces mouvements utopistes qui avaient donné naissance à Jacques Ségala. Oui, c'était un petit peu ça, moi aussi, du coup, l'image que j'en avais avait vraiment l'impression que ceux qui avaient nourri le mouvement révolutionnaire étaient aujourd'hui ceux qui étaient du côté du manche. Mais de fait, on oublie très souvent que les années 50, 60, et du coup par la suite les années 70, ont été un mouvement aussi, ont été aussi un moment historique très important de redéploiement du monde associatif. L'association naît, vous le savez tous, je suppose, en 1901, avec la loi 1901. Mais les années 50 et 60 vont être une période extrêmement faste pour les associations et pour le développement de tout un mouvement associatif qui se déploie autour, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler l'éducation populaire et le développement social, même si le terme développement social n'est pas forcément utilisé à ce moment-là. C'est-à-dire des gens qui se mobilisent et qui cherchent, sans attendre d'avoir recours ni à l'État, ni aux collectivités locales, ni au patronat, de chercher de nouvelles formes d'organisation responsables, autonomes, portées par des citoyens qui veulent agir concrètement, la plupart du temps à l'échelle de leur territoire, mais pas nécessairement, puisque la plupart de ces associations, notamment dans l'économie populaire, etc., se fédèrent en grandes associations, la Fédération des œuvres laïques, etc. Donc, il y a tout un tissu extrêmement dense, hein, associatif, qui se met en place dans les années 50, 60, qui est le résultat aussi des espérances de l'après-guerre, de la mise en place de l'État-providence. Mais ici, j'attire votre attention sur un fait très important. C'est que ce mouvement associatif, encore une fois, se défie de l'État autant qu'il se défie du marché. Et c'est important, pourquoi? Parce que, on y reviendra, mais la défiance qu'il y a à l'égard de l'État, la volonté de ne passer ni par l'État ni par le marché, fait que ces mouvements utopiques, mais qui étaient dans une action extrêmement concrète et qui étaient porteurs d'une autre vision et d'une autre représentation de la société, vont contribuer à la diffusion d'un message dont on a vu toute l'ambiguïté depuis la fin du XVIIIe. C'est pour ça, encore une fois, que c'est important de revenir sur tout ce mouvement historique. Pourquoi? Parce qu'ils vont parler d'émancipation de l'individu, de réalisation de soi, de développement personnel, avant que le développement personnel ne devienne une recette pour faire des livres, des sites internet, des stages, de ressourcement, etc. Et ici, finalement, vous voyez, en prenant le terme d'épanouissement, de développement personnel, on voit bien comment des idées extrêmement riches à la base, qui supposent une action collective, et c'est là que c'est important, qui suppose un enracinement dans une action collective, dans la volonté de définir un intérêt général et d'agir ensemble dans le sens de l'intérêt général, c'est-à-dire l'idée que le développement personnel passe par le développement du collectif, qui est à la base de ces utopies qui naissent dans les années 60-70. C'est intéressant de voir comment on a ensuite une forme totalement déviante de cela, qui devient une pure interprétation individualiste du personnel. Et on revient du coup à cette confusion sur laquelle on est parti la semaine dernière, cette confusion de ce que peut être l'individualisme. Quelque chose en même temps extrêmement riche, le développement de l'individu, la liberté de l'individu vis-à-vis de l'État, mais qui peut se transformer aussi également dans un discours où l'individualisme devient égoïsme et fermeture sur soi. Et on verra que finalement, de nombreuses utopies restent encore souvent prisonnières de cette ambiguïté sur ce qu'est l'individu et du rapport de l'individu au collectif. Et donc, on a un mouvement associatif extrêmement puissant qui se met en place, et ce qui va donner lieu à la naissance, à une renaissance de l'économie sociale, de la forme coopérative, de la forme associative, etc., qui va devenir du coup aussi ce qu'on va appeler l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire une forme d'organisation spécifique, la coopérative par exemple, la mutuelle, l'association, pour répondre à des besoins de solidarité. Donc on voit ici économie sociale, c'est la forme, et solidaire, pour simplifier, c'est la finalité. Et cette économie sociale et solidaire est devenue aujourd'hui une grande pourvoyeuse d'emplois, vous le voyez dans les chiffres que je donne ici, hein, grosso modo c'est à peu près 10% du produit intérieur brut, plus de 2 millions de salariés,
dont 85% à temps plein. C'est important de le souligner, parce qu'on a souvent l'impression que, et il y en a, c'est vrai, il y a beaucoup de bénévolat, donc du travail non rémunéré, mais il y a aussi la recherche d'une forme de stabilité d'emploi dans ce secteur-là, 12,7% des emplois privés, etc. Et on voit qu'en Occitanie, nous sommes relativement bien placés, puisque les entreprises de l'économie sociale et solidaire représentent 10% de l'entrepreneuriat total, plus de 16% de l'emploi privé total. Et on le voit ici, ce qui est important dans ce mouvement-là, c'est que cela ne représente que un peu moins de 10% de l'emploi dans les pôles urbains, mais que ça représente près de 14% dans les hors métropoles, c'est-à-dire dans les zones urbaines, dans les zones rurales, en périphérie, là où justement se sont développées toute une série d'initiatives dans les années 60-70 et qui se sont enracinées longuement dans ces territoires. Donc on a ce mouvement-là, important, j'y reviendrai, si je parle ici de néo-ruraux, c'est au-delà, encore une fois, des archétypes, et on y reviendra. Les années 80 vont être une nouvelle phase dans l'histoire des utopies, parce que c'est une phase dans laquelle, après avoir subi de plein fouet la crise des années 70, la crise pétrolière, on commence à voir une augmentation massive du chômage de masse, dans la plupart des pays industrialisés, et c'est le moment de l'avènement du néolibéralisme. On en a parlé la semaine dernière, néolibéralisme qui naît à la fin des années 70 dans le monde anglo-saxon, qui va d'abord triompher aux États-Unis et en Grande-Bretagne avec Reagan et Thatcher, qui mettra plus de temps à arriver en France, mais même si les années 80 sont en France, la période des gouvernements socialistes, c'est aussi, 1983, le tournant de la rigueur. C'est-à-dire le moment aussi, et c'est important, où, malgré une très longue attente, le pouvoir socialiste arrivant au pouvoir avec la promesse de changer le monde, doit, 2 ans après la mise en place de ces premières mesures politiques, doit revenir en arrière, et du coup, subir de plein fouet ce qu'aujourd'hui on appellerait le pragmatisme et le réalisme face aux contraintes de la société marchande, etc. Et à bien des égards, du coup, les années 80 auraient pu être celles de la mort des utopies. D'autant plus que 6 ans après le tournant de la rigueur de la gauche, c'est l'effondrement du mur de Berlin, et finalement on se retrouve dans une situation où tous les modèles qui s'étaient proposés en alternative au libéralisme et au capitalisme, ces modèles-là semblent s'effondrer, à part quelques poches de résistance, dont Cuba par exemple, ou la Chine qui elle-même est en train de s'ouvrir déjà à cette époque-là aux investissements étrangers et au capitalisme. On est donc dans une période extrêmement complexe, mais il n'empêche pas moins que dans cette période complexe, je dirais complexe pour ceux qui agissent au quotidien, pour ceux qui étaient porteurs, notamment dans le mouvement associatif, de la raréfaction des moyens, qui vont être mis à disposition, parce que le tournant de la rigueur, c'est aussi la rigueur dans les financements publics, la rigueur dans les financements qui vont aux associations, etc. Le sentiment aussi de plus en plus pour tout le milieu associatif, que là où on agissait pour du progrès, pour du développement social, on se met à agir pour finalement contrer les effets de la crise, c'est-à-dire que tout le mouvement de l'économie sociale et solidaire va progressivement se retrouver chargé non pas d'accompagner les gens vers un mieux-être, mais tout simplement accompagner les gens dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une résilience face à la crise. Et progressivement, l'économie sociale et solidaire, et tout le domaine de l'action sociale notamment, va se retrouver comme un substitut à l'action publique. L'État va pouvoir progressivement se désengager, ça s'amorce dans les années 80, 90, ça va se renforcer par la suite, finalement en se défaussant sur le secteur de l'économie sociale et solidaire, en grande partie, en disant finalement la solidarité doit être prise en charge par la société civile. Et vous voyez comment tout à coup, une société civile qui s'était dit on s'émancipe, on n'a pas besoin d'État, on n'a pas besoin de marché, on peut faire des choses de notre côté, tout à coup l'État va s'appuyer sur ce discours en disant mais oui, effectivement, il y a une société civile émancipée, il y a une économie sociale et solidaire, et c'est à cette économie sociale et solidaire de prendre en charge maintenant, à présent, comme elle le dit dans son nom, la solidarité. Et on se retrouve donc avec un État qui se désengage, qui se déresponsabilise, en re-responsabilisant la société civile. Même si c'est difficile pour les acteurs, toute cette période-là, et je le précise, c'est toujours difficile pour les acteurs de terrain, je dirais que c'est de plus en plus difficile pour les acteurs de terrain à bien des égards, même si je serai optimiste ce soir, puisque je vais essayer de parler de choses, des utopies réalistes. En même temps, du point de vue de la recherche, c'est une période très active.
Je dirais qu'à bien des égards, cette période, du début des années 80, et qui va continuer ensuite dans les années 80-90, ressemble à bien des égards au début du 19e siècle. C'est-à-dire qu'en même temps que l'on subit de plein fouet, et que l'on subissait de plein fouet au début du 19e, l'avènement du capitalisme et l'ensemble de ses ravages, de la même manière dans les années 70, lorsqu'on subit de plein fouet la crise du capitalisme, lorsqu'on subit de plein fouet l'effondrement des espoirs que la classe moyenne notamment avait pu nourrir pendant les 30 Glorieuses, en même temps qu'on est en train de subir le néolibéralisme, un ensemble d'auteurs, en France notamment, dans les années 80, vont redécouvrir des auteurs du XXe siècle, du XIXe siècle, et réactiver du coup ce grand courant de pensée. Alors, les auteurs qu'on va aller chercher, c'est plutôt des auteurs du XXe siècle. Ici, je parle de Mauss, de Polanyi, Mauss qui est un anthropologue, là on est début XXe, Polanyi, anthropologue également, on est plus sur la grosse moitié du XXe siècle. Et ce qu'on va aller chercher chez ces auteurs, c'est une relecture du mouvement qui conduit le capitalisme à produire nécessairement des horreurs sociales. Et c'est notamment ce que de nombreux auteurs vont trouver chez Polanyi. Et alors là, ici, je voudrais refaire une parenthèse qui est intéressante. C'est que le principal bouquin de Karl Polanyi, qui s'appelle La Grande Transformation, n'a été traduit et publié en français qu'en 1983, l'année du tournant de la rigueur. Très marrant. Et la même année, l'auteur qui va préfacer le bouquin de Polanyi sort lui-même, est un anthropologue, sociologue, anthropologue également, Louis Dumont, qui également va sortir toute une série d'ouvrages sur le libéralisme, sur l'individualisme. Donc il y a une période d'effervescence ici, à ce moment-là, qui va être intéressante. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir, comme c'était le cas au début du 19e siècle, une remise en cause du développement de l'économie. Vous voyez ce que j'appelle ici l'économie et l'économisme, c'est-à-dire non seulement le développement de l'économie capitaliste, mais surtout le fait que le capitalisme s'étend progressivement à toutes les sphères de la vie des individus. C'est-à-dire que l'organisation libérale de la société ne se cantonne plus progressivement au monde de l'entreprise, au monde de l'échange, mais progressivement, et c'est ça la caractéristique du néolibéralisme, la logique du marché va être appliquée non plus seulement à l'économie, mais à l'organisation politique elle-même. Il va falloir réformer l'État, notamment en lui appliquant les critères de l'efficacité des entreprises, les critères de l'efficacité marchande. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce mouvement néolibéral, ce mouvement d'extension du marché en dehors de sa sphère, appliquer la logique marchande à l'État, c'est en même temps une période pendant laquelle certains économistes vont étendre leurs propres théories au-delà des objets sur lesquels ils travaillaient jusque-là. Jusque-là, les économistes posaient peu de problèmes aux autres chercheurs en sciences sociales. Les économistes travaillaient sur les prix, sur l'inflation, sur la croissance, les exportations, les importations, le commerce international, etc. Et puis à partir des années 60, 70, des économistes vont commencer à dire que, finalement, qu'est-ce que l'économiste étudie? Et ça, on en a déjà parlé, c'est pour ça que j'y reviens, je sais que vous êtes familier avec ces idées-là. L'économiste nous explique pourquoi telle personne est prête à payer X euros un kilo de tomates, X euros une voiture, un t-shirt, etc. L'économie, c'est une science de choix. Puisque finalement, quand j'achète quelque chose, je dois renoncer à autre chose. L'économie, c'est la science qui nous permet de gérer la rareté. Et finalement, quel est l'essentiel? En quoi consiste l'essentiel de nos activités? Être confronté à la rareté. Nous avons des désirs qui sont quasiment illimités, et nous avons à notre disposition des ressources qui sont limitées. Donc nous devons choisir, et on avait vu que c'était quelque chose d'important dans la pensée des Lumières. C'est que confrontés à notre diversité de désirs, nous sommes obligés rationnellement de choisir. Et certains économistes vont dire, mais finalement, cette logique de choix qu'on retrouve lorsqu'on doit choisir entre une carotte et une tomate, est-ce que cette logique de choix, c'est pas la même que l'on a lorsqu'on doit choisir entre faire des études de droit, des études d'économie, des études de tourneur-fraiseur, de cuisinier, de maçon? Est-ce que ce choix est différent, donc pour un jeune qui va faire des études? Et ça, j'espère parce que je pense que la plupart d'entre vous étaient là lorsque j'ai fait la séance sur la néolibéralisation de l'enseignement supérieur, ça va conduire à l'idée que chacun d'entre nous est capable de faire le bon choix dans ses études en fonction de comment ça va satisfaire ses différents désirs, son désir d'apprendre, son désir de gagner de l'argent plus tard, etc. Puis on va se dire, mais finalement, ce choix dans la rareté des ressources, c'est le choix que doivent faire tous les fonctionnaires, ils ont une mission à remplir,
Ils ont des ressources limitées, il va falloir qu'ils choisissent le meilleur moyen d'utiliser ces ressources pour satisfaire leur mission, etc. Et puis, au-delà de ça, donc on va s'intéresser aux études, à la manière dont fonctionnent les services publics, puis certains économistes comme Gary Becker n'hésiteront pas à dire, mais finalement, quelle est la différence entre choisir entre des carottes et des tomates et choisir entre tel ou tel conjoint ou conjointe. Finalement, l'économie est capable de nous expliquer l'ensemble de nos choix à partir de l'idée que nos choix correspondent à la recherche de notre intérêt. Et là, puisque vous avez suivi la séance de la semaine dernière, ça fait tilt. C'est exactement ce que racontaient déjà les philosophes des Lumières. Nous sommes un être de choix, nous devons faire des choix, nous avons des désirs, et notre développement personnel passe par là. Et ce qui veut dire que, finalement, et c'est ce qu'expliquera Gary Becker, la théorie économique est la mieux placée pour expliquer l'ensemble des comportements des individus, en tout cas la plupart des comportements des individus. Les sociologues, jusque-là, ne disaient pas trop grand-chose, finalement, à ces tentatives d'incursion des économistes dans ce qui était jusque-là, pour eux, leurs objets. La famille, le choix du nombre d'enfants, puisque les économistes ont une théorie sur le nombre d'enfants que l'on fait. On fait des enfants en fonction de la manière dont on calcule ce que vont nous coûter nos enfants et ce qu'ils vont nous rapporter plus tard, lorsqu'on sera à la retraite, lorsqu'on sera malade, etc. Du coup, les économistes expliquent que on cherche à développer l'amour de nos enfants à nos autres égards pour être sûr que plus tard ils s'occuperont de nous. Donc nous démontrons de l'affection à nos enfants pour leur indiquer qu'ils doivent nous être redevables plus tard, à un moment ou à un autre. Fort heureusement, la mise en place de la sécurité sociale et du système de retraite nous a permis de ne plus être obligés d'aimer nos enfants. Ou alors de développer un amour sincère avec nos enfants. Alors bien entendu, heureusement qu'il n'a pas fallu attendre la sécurité sociale et la mise en place des retraites pour que nous aimions sincèrement nos enfants. Encore que, nous dirait Gary Becker. Encore que. Vous savez, non, aussi, si on va plus loin, certains philosophes expliquent que si on regarde bien l'histoire des idées et la sociologie des sentiments, des relations entre parents et enfants, etc., le développement de l'intérêt pour les enfants et de l'amour parental, etc., c'est les années 60-70, c'est le moment aussi où on est libéré de ces contraintes et le moment où les enfants sont de plus en plus libres vis-à-vis des parents. Il y a des parallèles, mais je n'irai pas plus loin parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, je ferai une conférence là-dessus. La rationalisation, la maximisation de l'amour de nos enfants. Oula, mais je ne vais plus parler très longtemps, rassurez. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, des sociologues, des anthropologues vont dire, mais le problème de notre histoire contemporaine, c'est la place croissante que prend l'économie dans nos vies quotidiennes, c'est la place croissante que prend le raisonnement économique dans nos vies quotidiennes, et du coup le problème, c'est l'expansion de l'économie, du raisonnement économique, et donc l'expansion de la théorie économique. Et il va y avoir à ce moment-là des tensions entre les sociologues et les économistes. Et pourquoi est-ce que j'y reviens ? Bien parce que Saint-Simon, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, dont j'ai parlé tout à l'heure, Saint-Simon est celui, et l'auteur, l'économiste, qui au tout début du 19e siècle va dire à un de ses jeunes disciples, il faut développer une autre science qui soit une science qui permette de relever le défi, de lutter contre la théorie économique. Ce jeune disciple, c'est Auguste Comte, et il donnera naissance à la sociologie. Ici, c'est important parce que je reviens sur une question que j'ai abordée la semaine dernière, c'est-à-dire le fait que l'utopie et la réflexion sur le social se nourrit aussi d'une réflexion intellectuelle. Et que l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est la trahison des intellectuels, sur laquelle on était revenus. Mais c'est une question qui est tout le temps remise sur le tapis. Du coup, on en arrive aux années 90-2000. On l'a compris, les années 80, c'est une période un peu creuse, au niveau des utopies, mais ça réfléchit. Les années 90-2000 sont des années importantes parce que ce sont les années pendant lesquelles se mettent en place un ensemble d'utopies, ou en tout cas les fondements de réflexion qui donnent naissance aujourd'hui à ce que peuvent sembler être des utopies concrètes et réalistes. Et notamment des interrogations nouvelles sur les promesses du progrès, de la mondialisation, de la science, de l'industrie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le moment où vont naître, par exemple, l'idée du commerce équitable, dans les années 90. On remet en question le système. Et pourquoi est-ce que j'appelle ça utopie ? Parce que c'est un moment, on remet en question le système tel qu'il est, on remet en question la réalité qu'on nous propose, et des acteurs proposent de reconstruire une autre réalité. Je n'irai pas plus loin sur le commerce équitable, vous connaissez, mais on y reviendra peut-être dans les échanges qu'on pourra avoir, qui peuvent être nombreux. Mais c'est le moment aussi où, et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que tout ça, ça va venir aussi de ce qui a pris racine dans les années 60-70. Le bio, les circuits courts,
Tout ça, c'était déjà en gestation, hein, notamment l'idée des circuits courts, de ce qu'on appelle les systèmes d'échange locaux, la production locale d'une agriculture bio. Par exemple, tout ça, c'est né dans les années 60-70 dans les communautés américaines. Hein, c'est aux États-Unis que vont naître ces choses-là. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il a fallu de longues années pour que des petites expériences locales, progressivement, viennent inspirer le reste de la population dans un moment de doute. Et finalement, c'est ça qui peut être important dans les utopies. Et on y reviendra, c'est que, quelle que soit, toute utopie, même si elle échoue à un moment, montre la possibilité d'un autre réel. Et l'échec en lui-même n'est pas la confirmation que c'était une utopie irréaliste qui ne se réalisera pas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout à coup, des petites expériences qui ont été menées par des acteurs qui, souvent marginalisés, qui ne cherchaient pas forcément à essaimer ce qu'ils pouvaient faire, et notamment c'est via la recherche qui, elle, a connaissance de ces expériences-là et qui diffuse la connaissance de ces expériences-là, qui travaille ensuite avec d'autres acteurs, on voit comment il y a un maintien de la mémoire de ces expériences-là et une diffusion de cette mémoire, et tout à coup, certains acteurs peuvent s'en saisir. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on prend la question, par exemple, des circuits courts et du bio, c'est qu'à la base, ce sont des interrogations qui ne sont pas des interrogations fondamentalement utopistes. Ce sont des interrogations, d'ailleurs, qu'on peut qualifier de très individualistes. Je veux manger bio, d'abord, pour ma santé. C'est très intéressant quand on fait des études sur les consommateurs bio, et notamment les études qui étaient faites encore il y a 10-15 ans. Maintenant, il y a une évolution. Mais on a tendance à associer consommer bio et avoir un souci de l'environnement. Mais pas du tout. Ça peut vous paraître surprenant, mais ce que montrent les études sociologiques, c'est que pour la plupart des consommateurs bio, le premier souci, c'est sa propre santé. C'est pas la question d'un soutien à une agriculture plus propre, etc. C'est d'abord et avant tout une agriculture plus propre pour ma santé. Alors bien entendu, là-dessus, c'est construit un autre discours de manger bio, c'est mieux pour moi, mais c'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour les agriculteurs qui produisent ça, qui ont chaque moins de cancer, etc., etc. Mais disons que c'est souvent une reconstruction a posteriori. Attention, je parle ici d'enquêtes qui ont montré que ça concernait ce souci de soi avant tout, 60-70% des consommateurs il y a 10-15 ans. Et on est sur un discours qui évolue. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui mangent bio ne se soucient pas de l'environnement. Mais ceci dit, quand on mange bio et qu'on mange du bio même équitable, qui a fait 4000 km pour arriver dans notre assiette, l'environnement... Les circuits courts, c'est pareil. Les circuits courts, on voit que leur développement s'est fait d'abord et avant tout parce que tout à coup, par exemple, au moment de la crise de la vache folle, les gens ont commencé à se demander ce qu'il y avait dans leur assiette, quoi. Tout à coup, ils se disent, mais qu'est-ce que l'industrie agroalimentaire met dans nos assiettes? Et on constate que l'intérêt pour les circuits courts et l'usage des circuits courts augmente à chaque fois qu'il y a tout à coup un scandale sanitaire. On a vraiment une naissance des circuits courts, fin des années 90, début des années 2000, après l'histoire de la vache folle. Là, quand il y a eu la crise de la viande de cheval, là, dans les lasagnes chez Spanghero, etc., là, tout à coup, on a plein de reportages à la télé, à la radio, machin, etc. Et du coup, les gens, on voit qu'il y a une augmentation de demande, adhésion à des AMAP, à des paniers de producteurs, machin, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est quoi? Ici, je voudrais insister sur une chose importante. Une tension, une contradiction potentielle dans ces mouvements-là. Et je vous avoue, j'y ai pensé en fait lundi soir, au cours d'une table ronde justement sur le commerce équitable. Je n'ai pas forcément prévu d'en parler, mais je me dis que c'était tant qu'à faire, autant que je vous fasse partager des idées qui sont venues dans la semaine. Parce que ce qui était intéressant, c'est que dans la salle, la plupart des gens qui étaient là étaient convaincus de l'intérêt du commerce équitable et parlaient beaucoup de la responsabilité du citoyen et de quelque chose de très positif qui s'est développé à travers le bio, le commerce équitable, les circuits courts, l'idée d'un consommateur responsable, d'un consommateur, d'une consommation éthique, etc. Et ça, si vous regardez bien, vous avez toute une série de slogans, tout un tas de discours qui nous incitent à devenir des consommateurs responsables. Et vous savez d'ailleurs, si on n'est pas des consommateurs suffisamment responsables, les différents gouvernements ont en tête de nous rendre plus responsables en mettant en place des séries de taxes liées à l'utilisation de produits qui ne seraient pas suffisamment responsables, comme le gasoil, par exemple. Et c'est très intéressant parce que tout le monde s'enthousiasmait
lundi soir autour de cette idée hein, que c'était un progrès, et oui, c'est important. Certains disaient oui, c'est bien parce que du coup, ça montre que on a un pouvoir, hein, on a l'impression toujours, et rassurez-vous, je reste bien sur le terrain des utopies parce que ça nous renvoie à cette question qu'on a soulevée la semaine dernière, ce sentiment au moment, est-ce que je peux agir, est-ce que je peux transformer les choses? Ben voilà, on a l'impression qu'on ne peut jamais transformer les choses parce qu'il y a des lois du commerce international, il y a les lois de l'Union européenne, il y a, paraît-il, des impératifs qui font qu'on ne peut pas arrêter le glyphosate avant 3 ans, en sachant qu'en réalité on dit 3 ans, mais que ce sera en réalité 6 ans, ou peut-être 10 ans, etc. Donc on a l'impression qu'on ne peut jamais rien changer. Et du coup, les gens étaient très enthousiastes lundi soir en disant, bah voilà, là, c'est une action, on a un levier d'action finalement qui est plus efficace que la politique et que la démocratie. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'effectivement, il y a quelque chose d'enthousiasmant là-dedans. L'idée qu'en consommant, nous devenons des acteurs et nous exprimons un choix politique. Mais attention, l'idée qu'en consommant, nous faisons un choix politique, c'est le fondement du libéralisme. L'idée que si je décide de payer mes carottes 1 € le kilo plutôt que 5 €, en exagérant la différence entre le conventionnel et le bio, si je choisis de les acheter 5 € en bio, équitable, machin, etc., c'est mon choix personnel. Si je décide de les acheter à 1 €, c'est mon choix personnel. Et comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, et là on voit comment, finalement, toutes les conférences auxquelles vous avez pu assister, que j'ai faites ici, convergent ce soir vers cette question de l'utopie. Je suis très heureux que la même ait proposé de revenir là-dessus, parce qu'on a souvent été négatif, alors que là, ça va être très positif, on va sortir avec plein d'utopies. La grande idée, encore une fois, des libéraux, c'est qu'à travers, effectivement, nos choix de consommation, nous faisons des choix politiques. Et donc, c'est vrai qu'il faut faire attention au fait que cette idée de consommateur responsable, etc., qui a été d'un côté porteur d'utopie, on va changer les choses par le marché, correspond exactement à l'idéologie libérale. Mais surtout, ce que j'ai rappelé, tout à coup je me suis réveillé à la table ronde, on était 3 à parler, j'étais un peu fatigué un soir, tout à coup en entendant tout ça, je me laissais bercer, volontiers, hein, par ce truc hyper positif et tout. Moi je dis, tiens, je suis presque dans une communauté, je me sens bien, et tout à coup je me suis réveillé, je me suis dit, fais attention, dans la démocratie, le droit de vote, c'est gratuit. Sur le marché, le droit de vote, il est payant. Et c'est pas du tout la même chose que d'être un consommateur, acteur et responsable qui utilise ses euros pour acheter, pour faire un choix politique, que d'aller voter, parce que voter, ça ne nous coûte rien. Et donc c'est pas la démocratie qui passe par le marché. C'est une démocratie qui passe par l'argent, c'est une démocratie censitaire. On s'est quand même battu pendant le 19e siècle pour sortir de la démocratie censitaire. Et on voit ici, et j'y reviens, alors là vous me direz, il nous dit qu'on va sortir avec des utopies, et à chaque fois qu'il parle d'un truc qui a l'air bien, il montre qu'en réalité... Ce qui est important ici, c'est que néanmoins, ce qui est important, et j'en discutais du coup avec un des responsables du réseau Artisans du Monde hier soir, parce que je disais c'est marrant la discussion qu'on a, je l'ai eu il y a 15 ans déjà, dans une table ronde, pas au même endroit, mais finalement après l'impression de tourner en rond. Et ça illustrait vraiment très bien les choses. Il disait, voilà, le commerce équitable à Artisans du Monde, c'est pas la même chose que le commerce équitable chez Auchan ou chez Carrefour, quoi. C'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes chartes, c'est pas les mêmes trucs, c'est pas le même respect. Et ce qui est important, et on a convenu au moins d'une chose, c'est que toutes ces expérimentations, et le simple fait que les gens à un moment se posent une question sur le commerce. Je vous avoue que aussi lundi soir, il y a des gens qui sont partis en disant, mais bon sang, en fait, quand j'achète un truc équitable, il n'est pas équitable. C'est-à-dire pour savoir si c'est équitable, il faudrait lire les 35 pages de charte, voir comment ça a été respecté, etc. Bien entendu. Mais on en revient à quelque chose que je soulignais déjà la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on a tendance aussi à avoir besoin de pouvoir faire confiance à l'État, qui à un moment nous explique que telle chose est légitime ou pas. Et ça, c'est quelque chose d'important dans le principe de la démocratie. On fait confiance. S'il y a des labels, par exemple, on faisait confiance à l'industrie agroalimentaire et on s'est rendu compte qu'il fallait pas. Ce qui est important, c'est que toutes ces expérimentations dans les années 90-2000 reposent certes très souvent sur des démarches individualistes, mais ce sont des démarches individualistes qui permettent aux gens qui pratiquent ces expérimentations, qui leur permettent finalement de faire l'apprentissage d'une action collective. Et ce qui caractérise, vous voyez, les années 60-80, c'est la tentative de mouvements, comme les mouvements communautaires, on va essayer de faire des choses ensemble. Et puis la crise des années 70, et puis le tournant de la rigueur, et puis la généralisation du chômage de masse, et le développement de l'hyper-individualisme dans les années 80 et 90, tout ça c'est venu saper l'idée qu'il était possible d'agir collectivement. Et même si dans les années 90-2000, ce sont souvent des mouvements
individualistes qui conduisent les acteurs, les gens, les individus, vers des expérimentations un petit peu alternatives, l'essentiel pour moi n'est pas, encore une fois, et je précise, ce n'est pas un jugement de ma part, hein, de dire que c'est une motivation individualiste qui nous conduit à faire les choses. Je pars du principe que nous agissons autant de manière individualiste qu'altruiste, égoïste, que généreuse, etc. dans notre vie, en fonction des circonstances, en fonction du temps qu'on a. Moi j'avoue, hein, j'ai pas le temps d'aller faire, toujours le temps d'aller faire des courses au bio local. Hein. Ce matin, c'était jour de marché, j'ai préparé la conférence, hein, j'ai pas le temps d'aller acheter du local, donc ce soir je pense pas que je vais manger du local. Donc on fait tous comme on peut. Donc c'est pas une mise en accusation. Mais ce qui est important ici, c'est de voir que, et on va y revenir rapidement avec la conclusion que je vais faire sur cette expérience espagnole, c'est que les valeurs de l'action collective qui ont émergé et dont ont hérité les utopies des années 60-80, la question c'est comment ces valeurs, qui se sont effondrées en grande partie dans les années 90-2000, comment est-ce qu'elles peuvent être transmises et transférées aux jeunes générations et aux gens qui aujourd'hui se disent mais comment je vais faire? Autour de moi on me dit que le marché est une réalité à laquelle je suis obligé de me soumettre, le désengagement de l'État, que la santé ça va devenir un bien privé, que l'éducation ça va devenir un bien privé. On est confronté en permanence à ce dont on est parti la semaine dernière pour se poser cette question. En fait on est confronté en permanence à des dystopies. Donc du coup, comment face à ces dystopies et face à la fin des mouvements collectifs, comment est-ce que je peux penser, moi, à mon échelle individuelle, à un moment de faire quelque chose pour le collectif? Et c'est vrai que par exemple l'impression d'acheter, quand vous achetez un truc commerce équitable par exemple, dans la boutique Artisan du Monde, bah, vous allez avoir un petit prospectus, on va vous expliquer que le café que vous achetez, il sert à telle coopérative. Vous avez l'impression de reconstruire une solidarité avec des gens que vous ne rencontrerez jamais. Hein. Mais de la même manière que vous pouvez avoir l'impression, quand vous allez dans votre boutique de producteurs, même si vous ne discutez pas avec les producteurs, bah vous renouez une forme de solidarité avec les agriculteurs auxquels vous achetez leurs produits. Parfois vous aurez le temps de discuter avec eux. Parfois vous verrez qu'il y en a qui n'ont pas du tout envie de discuter avec vous hein, parce que ouais, c'est ça aussi, un circuit court, il y a des producteurs qui ne veulent pas discuter. Hein, j'en ai enquêté plein, ils disaient encore, ils sont chiants les consommateurs, mais c'est comment on a un produit, machin, etc. Bah voilà, ils voient bien quoi, c'est une carotte. Puis il y en a qui vont vous parler pendant des heures de leurs carottes, etc. Il y a tout. Mais ce qui est fondamental, c'est que du coup, et ce qui était très intéressant, parce que ce sur quoi je travaillais quand je travaillais sur les circuits courts, c'est que tout à coup on est confronté à un autre monde. On a notre monde à nous de consommateurs, la plupart du temps urbain, mais même quand on est un consommateur rural ou semi-rural, les paysans on les voit pas beaucoup, hein, les agriculteurs on les voit pas. La plupart des gens qui vivent en zone rurale, ils font leurs courses dans les supermarchés, et puis ils sont entourés de champs dans lesquels ils ne voient pas d'agriculteurs, ils voient des machines, hein, la plupart du temps quand ils voient quelque chose. Ils respirent souvent le résultat de l'activité agricole et c'est comme ça qu'ils en ont connaissance à travers les affections pulmonaires. Donc, c'est tout à coup se frotter à un monde qui n'est plus celui dans lequel on est. Et ne serait-ce que ça, c'est une expérience qui est intéressante. C'est-à-dire que tout à coup, prendre conscience que, bah oui, il y a d'autres acteurs qui agissent, machin, etc. Et c'est ça qui est intéressant dans toutes ces expériences. Et du coup, ça me conduit au fait que la période actuelle est marquée, hein, notamment depuis la crise de 2008, elle est marquée par une nouvelle phase et l'apparition de néo-ruraux. Alors j'aurais presque tendance à dire des néo-ruraux. Je vois par exemple, vous voyez, sur la vallée de l'Aude, il y a eu la phase des années 70, 80. Eux, ils sont super bien intégrés. Dans la fin des années 90, début des années 2000, ils ont fait arriver une autre phase de néo-ruraux, donc des néo-ruraux, qui là par contre étaient plus des gens touchés par le chômage, qui se retrouvent à vivre des minima sociaux, etc. Et c'est un phénomène qu'on retrouve dans plein d'endroits de notre région. Hein, et tout à coup, bah, vous n'avez plus de fric, vous vivez des minima sociaux, vous êtes au chômage de longue durée, vous allez vivre là où vous avez les moyens de vivre. Et la plupart du temps, c'est où? Bah, c'est à la campagne. Et c'est dans des territoires où il y a un déclin de l'immobilier, machin, et donc vous pouvez vous installer. Et ces néo-ruraux, j'ai pu constater qu'ils n'étaient pas très bien intégrés. Par exemple, ils ne sont pas bien intégrés. C'est marrant, on pourrait faire à bien des égards un parallèle avec les mouvements migratoires internationaux. Hein. On a une première phase de migration de néo-ruraux qui s'est bien intégrée, qui a bossé, qui a développé son activité. Puis on a une autre phase de néo-ruraux qui ont du mal à trouver un travail, ça, et ils ne sont pas bien intégrés. Et maintenant commence à arriver une troisième vague. Elle est toute récente. Hein. Donc peut-être que c'est une vaguelette et peut-être qu'elle va s'arrêter. Mais ça, c'est une vague dont j'ai commencé à prendre conscience il y a 2-3 ans, là, en travaillant sur le terrain, à la fois dans la vallée de l'Aude, dans l'Ariège, dans les Alpes aussi. Je me suis retrouvé dans une vallée avec toute une série de gens qui correspondaient à ce que je vais vous décrire. Et c'est un phénomène qui semble s'amplifier. Je me suis retrouvé à en discuter à Toulouse, au mois de décembre. J'ai été invité à venir faire une conférence sur l'économie sociale et solidaire, comme réponse à l'effondrement.
Bon, normalement, c'était Paul Jorion qui devait faire un truc hein, sur l'effondrement du monde, mais Paul Jorion a fait faux bon aux organisateurs. Donc, à midi, pour le soir, midi et quart, il m'appelle, il dit, tu veux pas venir? Et j'arrive à Toulouse et je cherchais sur mon téléphone le lieu exact. Je ne comprenais pas, c'est la Toulouse Business School. Ça ne peut pas être là. Je ne vais pas venir parler à la Toulouse Business School, je ne vais pas venir parler d'effondrement, du capitalisme et de solutions alternatives. Mais si, c'était bien là. Alors, c'était là parce qu'eux, ils ont de l'argent à développer. Vous savez, il faut dépenser hein, sur une partie de leur fonds en développement durable. Et donc, ça, c'était leur côté responsabilité sociale des entreprises, RSE, donc ils organisaient un truc là-dessus. Et c'est très intéressant parce que j'y ai rencontré le directeur de l'Union régionale des sociétés coopératives, du RSCOP, d'Occitanie. Il me disait, mais tu sais, en fait, c'est là qu'il faut venir parler maintenant. Il disait, parce que les gens que tu as là, ils seront comme moi plus tard. Lui, il avait eu le parcours de base de toute sa génération. Il est un petit peu plus âgé que moi. Et j'ai fait quoi? J'ai fait Sciences Po, après une grande école, machin, j'ai bossé dans des grandes boîtes. Puis à un moment, j'ai explosé en plein vol. Et je me dis, qu'est-ce que je vais refaire? Il me dit, bah depuis, et ça m'a vachement parlé son truc, parce que du coup, ça correspondait à ce que j'avais rencontré du coup sur plein de territoires. C'est-à-dire des gens qui ne se déplacent pas, qui sont des néo-ruraux, non pas parce qu'ils n'ont plus de boulot en ville, parce qu'ils se retrouvent à vivre des minima sociaux, ni quoi que ce soit, mais tout d'un coup parce qu'ils sont en rupture. Ils font une sorte de burn-out, ils se retrouvent tout à coup à re-questionner. C'est très marrant finalement, comme leurs parents ou leurs grands-parents l'ont questionné dans les années 60, hein, mais dans une période de pleine croissance. Ce mouvement tout à coup d'interrogation sur le système, c'est-à-dire mais quelle est la vie que je suis en train de mener? Et c'est très intéressant de voir des cadres justement être en rupture. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce que ici c'est une population qui arrive dans les zones rurales avec de l'argent, avec un niveau de diplôme élevé, avec de l'argent et avec des projets de vie. C'est très intéressant parce que vous voyez, par exemple, les producteurs en circuit court, la plupart du temps, les gens qui s'installent en AMAP, etc., la majorité, ce ne sont pas des fils d'agriculteurs. Ils ne viennent pas du monde agricole, ils ne viennent pas du monde rural. Donc là, c'est un truc déjà que j'avais observé, moi, quand j'ai commencé mes recherches sur le circuit court, 2004-2005, hein, quand j'ai commencé à bosser avec Inora là-dessus. Et on se rendrait compte qu'en fait, dans les circuits courts, on ne rencontrait pas des agriculteurs. On rencontrait des gens qui venaient de la ville, qui avaient souvent un haut niveau d'études, et qui venaient, qui se disaient, mais moi j'ai fait un calcul, je peux gagner ma vie comme ça, je pense au bout de 3 ans, et puis je vais faire ça 6, 9 ans, pour amortir l'investissement, etc. Mais ils venaient pour un projet de vie, et pour un projet de vie temporaire. Et ça, c'est un truc très bien hein, dans le monde rural, etc. Mais on se rend compte qu'il peut y avoir un afflux comme ça. Et ouais, par exemple, dans la Haute-Vallée de l'Aude, je travaille actuellement avec des acteurs qui se disent, mais finalement, pour le développement de notre territoire, ce qu'il faut faire, plutôt que d'essayer de se demander comment on va garder les jeunes, parce que j'ai fait plein d'enquêtes sur les jeunes de Limoux ces 3 dernières années, ils ne veulent pas rester, hein, ils ne veulent pas revenir. Pourtant, on fait tout pour ça. En fait, il y en a un, ils se disent, ah ouais, on essaye de les sensibiliser. Je pense que ça portera ses fruits, hein, mais ça fait seulement 4 ans qu'on fait ça, et on les sensibilise à la possibilité de monter des projets d'économie sociale et solidaire, etc. Et il y en a à qui ça commence à parler. Mais c'est beaucoup trop tôt pour savoir s'ils reviendront d'ici 10-15 ans. Mais du coup, avec les acteurs avec lesquels je bosse, la question qu'on se pose maintenant, c'est finalement, le but du jeu, c'est pas de retenir les jeunes, ils partiront. Le but du jeu, c'est de demander comment transformer ce territoire pour devenir un territoire d'accueil des cadres urbains en burn-out. Qui tout à coup vont se dire, mais bon sang, j'en peux plus de cette vie, je veux faire autre chose. Et pourquoi est-ce que c'est important? Vous voyez, pour moi, ça faisait sens, et je me disais, quand je parlais tout à l'heure du rôle de la recherche, de la manière dont on essaime, etc., ben, tout ça, ça a donné sens à ce que j'ai fait à Toulouse Business School. Je me suis dit, bah ouais, peut-être que si dans la salle, il y a 2-3 jeunes qui retiennent dans leur tête qu'on peut se lancer dans des expérimentations dans lesquelles le but que se fixent les gens, c'est pas de gagner du fric, mais juste de gagner leur vie. De ne pas gagner leur vie en la perdant, etc. Ben après, c'est des vieux slogans, hein, mais tout bête, mais qui sont aussi ceux qui sont porteurs de ces utopies-là aujourd'hui, hein, tout à coup. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'est. On est autant dans du projet de vie individuel qu'à un moment dans la nécessité de faire de l'action collective. Et comme j'ai promis de vous laisser la parole, je vais très rapidement vous présenter, en quelques mots, hein, l'expérience de Marina Leda, en Espagne. C'est devenu un village, un gros bourg, sur lequel on a beaucoup travaillé hein, de chercheurs. Et c'est marrant, tout à coup, les expériences se mettent en place et tout le monde se met à travailler dessus. Après, les gens en ont marre qu'on fasse de la recherche sur eux, ils ont l'impression d'être des insectes, hein,
on vient voir, observer. Ça faisait ça aussi aux agriculteurs qui étaient en circuit court. J'habitais à Clermont-Lérault, la boutique de Clermont-Lérault, c'était la première qui a ouvert, la première boutique de producteurs qui avait ouvert dans le sud, etc. Ils en ont marre qu'on vienne les enquêter, leur demander, ils n'en peuvent plus d'être des objets d'études. Et Marine Aleda, c'est l'équivalent, enfin, alors pas l'équivalent d'une boutique de producteurs, mais c'est vraiment, ça donnait lieu à beaucoup de publications. Donc je précise une chose, je ne vais en donner qu'une lecture très rapide et très partielle, du coup, parce que forcément, chacun y trouve ce qu'il y trouve. Qu'est-ce qu'il y a, d'après moi, d'intéressant dans cette expérimentation? Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un mouvement utopique d'origine socialiste. C'est bien entendu parce que j'ai des sympathies avec le mouvement socialiste, mais je le précise bien, pas le mouvement socialiste de l'Union de l'URSS, hein, de l'Union de la République socialiste soviétique. La question n'est pas là. C'est ce socialisme utopique hein, qui est porteur de nombreuses espérances depuis le début du XIXe siècle. Cette zone-là est une zone très pauvre, mais particulièrement rurale, caractérisée par un système d'exploitation, et c'est important, qui s'appelle le système d'exploitation latifundiaire. Vous avez quelques grands propriétaires qui possèdent plusieurs dizaines de milliers d'hectares qu'ils exploitent. Un système qu'on retrouve aussi encore, qui des très grandes propriétés avec plusieurs milliers d'hectares, on en trouve encore aujourd'hui hein, en France, hein, dans le sud de la France. Mais ce qui caractérisait donc cette zone, c'était l'existence du système latifundiaire, et donc de classe dominante, d'une élite hein, d'origine foncière, de grands propriétaires. On est sur le même système qu'on trouve encore aujourd'hui au Brésil, en Argentine, au Chili, etc. Et à la mort de Franco, et lors des élections de 1979, arrive à la mairie, très largement élu, un maire socialiste qui décide de mettre en place un système de décision collective qui perdure jusqu'à aujourd'hui encore, dans lequel il considère que le maire n'est pas mieux placé que les autres pour savoir ce qu'il faut faire. Et le conseil municipal non plus. Autrement dit, toutes les décisions importantes doivent être prises collectivement. Chaque conseil municipal est bien entendu ouvert à tous les habitants du village, non pas seulement pour venir assister au conseil municipal, droit que nous avons bien entendu d'aller assister à un conseil municipal, mais en ayant également le droit d'y voter. C'est-à-dire qu'on élit des gens qui de coup deviennent responsables, là il y a quelque chose d'assez intéressant, et qui sont responsables de leurs décisions parce qu'ils les prennent devant tous les autres, mais aussi qui sont en même temps, en permanence, responsables pour faire les choses, pour lesquelles ils sont désignés en permanence par le reste du village qui vote sur toute décision. Là on a quelque chose d'intéressant, parce qu'on parle d'un village de plus de 1500 personnes à la base. Donc on ne parle pas d'une petite expérience dans un village déserté dans lequel il y aurait 15 personnes. Parce qu'on nous dit toujours que la démocratie c'est compliqué, plus il y a de gens, plus les décisions sont compliquées à prendre, etc. Et que c'est pour ça que la démocratie représentative est la mieux. Là on est en même temps dans la démocratie représentative, puisqu'il y a des élus, mais en même temps une démocratie participative, qui se met en place en permanence. Et à partir du début des années 80, tous les villageois qui travaillaient pour la plupart pour les grands propriétaires, il faut se dire, mais il y en a marre de travailler pour les autres, on va littéralement occuper les fermes dans lesquelles on bosse. Et ça va se traduire par l'occupation notamment d'une très grande ferme de plus de 1200 hectares, hein, donc on ne parle pas rien, que les ouvriers de la ferme vont se mettre à occuper régulièrement. Il a fallu attendre, je crois, 1991, je sais plus, voilà. Il a fallu attendre 1991 pour que le propriétaire cède. Après de très longues années de lutte, c'est marrant, j'ai des anecdotes, hein, en fait, qu'ils étaient pacifistes, hein, c'était le grand problème aussi de ces gens, ils occupaient, mais ils refusaient le combat à chaque fois, donc ils se posaient à des endroits, ce qui fait que le propriétaire avait fait couper tous les arbres, pour qu'ils aient plus d'ombre. Il avait juste laissé les arbres du côté policier, parce qu'il y avait une occupation, il y avait un canal, etc., pour que les policiers puissent, eux, être à l'ombre, et les manifestants étaient en plein soleil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un mouvement ici qui est à la fois politique, hein, démocratique, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont mis en place, vous pouvez acheter, hein, ils ont une coopérative, si vous tapez coopérative Marine Aleda sur Internet, vous pouvez leur acheter leurs produits à distance, hein, ils produisent des produits agricoles, en conserve, etc. Donc on a une coopérative de production qui s'est installée. De manière très intéressante, ils ont développé un habitat autoconstruit, collectivement, hein, c'est-à-dire qu'on décide de construire sa maison, on la construit avec les autres, avec une aide d'investissement pour les matériels qu'il y a achetés de la part de la mairie et maintenant de la région Andalousie, hein, donc il y a une aide, on rembourse 15 € par mois, c'est un niveau de loyer qui fait rêver. Donc il y a une coopérative, on habite dans des maisons qu'on construit collectivement mais qu'on habite individuellement, il y a des écoles, etc.
Et surtout, ce qui est important, c'est que dans cette coopérative et dans ce village, les gens ont décidé que seul le maire gagnait un peu plus qu'eux. Le maire doit gagner 2 à 3 fois plus que la moyenne, mais sinon, tous ils gagnent entre, je crois, les derniers chiffres que j'ai trouvés, ils doivent être entre 1100 et 1300 euros. Ouais. Ils ont décidé qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui soient mieux payés que les autres. Finalement, le travail, c'est quoi? Entre autres, et notamment, c'est souffrir. Une même quantité de souffrance, 8 heures de souffrance, ça vaut 8 heures d'une autre souffrance. Bien entendu, on peut dire qu'on souffre plus que les autres à travailler. Et je suppose que si on mettait au travail 1% d'héritiers qui n'ont pas travaillé de leur vie, ils souffriraient beaucoup plus que la plupart des gens qui travaillent au quotidien. Faudrait-il pour autant les payer plus? Je n'en suis pas sûr. Donc ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que Marina Leda, finalement, regroupe toute une série de caractéristiques sur lesquelles je suis revenu à plusieurs moments. D'abord, l'idée que les décisions, et ici on est vraiment dans la mise en place de ce qu'on nous explique que c'est totalement utopique. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui arrivent à prendre des décisions collectives de manière délibérative en permanence. On a un pouvoir politique transparent qui prend des décisions en étant responsable devant les citoyens et avec les citoyens. Donc on a une véritable démocratie qui se met en place au niveau local. On a une activité économique rentable. Leur coopérative fonctionne depuis plus de 30 ans. Elle est rentable, ils gagnent tous la même chose, et contrairement à ce qu'on nous explique en permanence, ce qui fait travailler les gens dans cette coopérative, ce n'est pas la perspective de gagner plus que leurs voisins. Ce qui leur permet de travailler ensemble et ce qui leur permet de fournir des efforts, c'est juste qu'ils sont dans un projet collectif. Et ils se satisfont d'avoir un niveau de salaire équivalent. Ça, c'est intéressant parce que toute la théorie libérale nous explique que c'est l'inégalité de rémunération qui stimule les gens. C'est l'espoir de gagner plus qui nous fait faire des études. C'est l'espoir de gagner plus qui nous fait faire plus d'efforts. La preuve, l'ensemble des réformes qui sont en train d'être mises en place pour les fonctionnaires, rémunérés au mérite, machin, etc., avec l'idée que finalement, c'est l'appât du gain qui nous fait agir. Et ce qui est intéressant de ce type d'expérience, c'est que ça vient réactiver toutes les utopies. Et c'est pour ça que je voulais finir là-dessus. Toutes les utopies qui remontent finalement à la période des Lumières, que nous expliquait le débat entre Hobbes et Rousseau. D'un côté, une vision très négative et pessimiste de l'homme avec Rousseau, l'homme est un loup pour l'homme. Avec Rousseau, l'idée que finalement, c'est la société qui nous transforme. Mais qu'est-ce qui est important finalement dans cette période des Lumières? C'est l'idée que l'éducation joue un rôle fondamental. Et ce que nous sommes, c'est le résultat des interactions que nous avons avec les autres. C'est le résultat d'une organisation sociale. L'homme n'est ni bon, ni mauvais, ni égoïste, ni altruiste. Ce que nous sommes, c'est ce que nous décidons collectivement d'être. C'est l'organisation sociale qui détermine bien entendu ce que nous sommes. Et si nous sommes incités à avoir des comportements plus égoïstes, de compétition, ou alors au contraire des comportements plus altruistes et plus coopératifs. Ce que montre l'exemple de Marina Leda, c'est contrairement à toute la critique qui peut être faite, par exemple aujourd'hui encore, que j'entends en permanence, oui, l'économie sociale et solidaire, c'est pas rentable, machin, etc. J'ai entendu, c'est pas rentable. Dans le sens où il n'y a pas de quoi rémunérer du capital et des capitalistes. C'est pas une économie qui est faite pour rémunérer des gens qui ne travaillent pas. C'est une économie qui est faite pour rémunérer des gens qui travaillent. La logique n'est pas la même. C'est une expérience qui a bien marché. Mais le problème auquel ils sont confrontés aujourd'hui, c'est la question de la transmission intergénérationnelle. Parce que tous les gens qui étaient là à l'origine, qui connaissaient l'ancien contexte, non seulement celui de l'Espagne franquiste, mais aussi d'un mode de vie dominé par les maîtres, par les grands propriétaires fonciers, etc. Le problème auquel ils sont confrontés, de ce que j'ai lu sur les articles les plus récents qui ont été faits sur ces villages, c'est les jeunes. Et le fait que les jeunes sont nés dans ce monde-là et ont du mal à cerner tout l'enjeu qu'il y a à continuer de défendre ça. Et donc, du coup, à l'idée qu'il faut peut-être continuer à lutter pour défendre ça. Et ça, c'est une idée, finalement, sur laquelle je resterai. Toute la difficulté de l'utopie, c'est de réussir d'abord à la penser. Et encore une fois, penser l'utopie n'est pas irréaliste. Penser l'utopie nous renvoie à notre capacité à confronter notre conception du réel et notre espoir du réel à une autre conception du réel. Le réel, je le redis parce que j'étais parti de là la semaine dernière, le réel n'est qu'une construction, une construction intellectuelle. Et nous sommes confrontés au réel que nous impose l'ordre social. L'idée qu'une activité économique rentable est une activité qui doit générer du profit, par exemple, c'est une réalité qui n'existe que dans l'esprit de ceux qui veulent vivre du profit. L'idée, autre idée importante à laquelle nous sommes confrontés tous les jours, l'idée que l'État doit rembourser sa dette.
n'existe que dans l'esprit des gens qui ont prêté de l'argent à l'État. Vous avez prêté de l'argent à l'État, vous? Tu as prêté de l'argent à l'État? Si, par les impôts. Tant mieux pour vous. Et non, par les impôts, nous ne prêtons pas de l'argent à l'État. Par les impôts, nous remboursons à ceux qui ont prêté de l'argent à l'État. Et comme j'ai expliqué dans plusieurs conférences, ceux qui prêtent de l'argent à l'État n'ont pas travaillé pour avoir cet argent, c'est tout simplement ceux qui sont au cœur du système bancaire et financier international. C'est une réalité qui n'a été construite que pour eux et que par eux. Donc déjà, penser en soi à une utopie est quelque chose de fondamental, qui nous aide à mieux concevoir ce qu'est le réel, là où il nous fait défaut, là où il fait défaut, et l'autre réel que nous souhaiterions expérimenter. Nous devons expérimenter des utopies. Même les plus petites, la plus petite utopie expérimentée, c'est toujours ça de gagner. Même si elle échoue. L'échec, c'est pas très grave. Et c'est pour ça que je veux dire quelque chose d'optimiste. Alors on dirait que c'est pas super optimiste, mais en tout cas, c'est comme ça que je vis mon optimisme, parce que je dis toujours à mes étudiants. Le problème, c'est pas d'échouer. Bien entendu, je ne sais pas de quoi sera fait demain, et on a vu la semaine dernière que ceux qui nous disent le réel c'est comme ça, ce sera comme ça dans 10 ans, non, on ne sait pas de quoi sera fait le réel. C'est pas grave de se planter. Qu'on fasse des expérimentations avec lesquelles on se trompe. Moi, ça ne me dérange pas si j'étais associé à la décision qui me conduit à cette erreur-là. Ce qui me pose problème, c'est toutes les expérimentations qu'on fait sur nous, soit qu'on les ait décidées. Par exemple, l'expérimentation de privatiser l'enseignement, l'expérimentation de privatiser la santé. Si on m'avait demandé mon avis, et si on avait construit ça collectivement, on aurait peut-être pu se poser la question, on se dirait, bon ok, d'accord, du coup, on a privatisé la santé, et les gens meurent dans les salles d'attente, dans les urgences à l'hôpital, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer. Bon, ok, d'accord, ça ne marche pas. On privatise les universités, les étudiants étrangers ne peuvent plus venir parce que c'est trop cher. Bon, ok, d'accord, on a fait l'un. Mais le problème, c'est que ces expérimentations, nous ne les choisissons pas. Donc moi, ce que je vous propose comme utopie, c'est que demain, chacun d'entre nous, nous mettions en œuvre nos utopies, à nous. Que nous trouvions 1, 2, 3 personnes avec lesquelles on a envie de mettre en place des utopies, et ces utopies seront fondamentales, notamment, et je le pense, et c'est finalement le plus important, il faut continuer à tenir un discours d'utopie et à montrer à nos enfants que le monde n'est pas juste un enfer de dystopie. Il faut permettre à nos enfants de penser le monde et leur avenir autrement que dans des dystopies. Et c'est finalement sur cette parole paternelle, alors que mes enfants ne sont pas là, je n'ai pas intérêt à dire ça devant eux pour qu'ils m'aident quand il n'y aura plus de retraite. Et dont nos enfants à ne plus vivre dans des dystopies. Merci pour votre attention. Je vais laisser du temps pour les questions, donc j'espère qu'il y en aura. Ou les remarques, hein, quand je dis questions, les remarques. Juste une chose, je levais la main. Il y en a une déjà là, et il y en aura une autre en bas après. Apparemment, c'est vous, madame. Ah oui. Je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de ces villages ou villes, même à Toulouse, cela se fait, de ces personnes qui vivent, qui créent leur propre argent. À Toulouse, c'est la Violette, bon, ainsi de suite. Et également dans cette nouvelle forme qui s'est faite, c'est-à-dire Aigues-Mortes qui s'appelle maintenant la Principauté d'Aigues-Mortes. Je ne savais pas. Donc du coup, je suis devenu fan de la fougasse de la Principauté d'Aigues-Mortes. Ça va faire beaucoup plus long sur le marché. Hein. Dans le cadre d'une association aidée par le prince de Monaco, donc ils sont devenus la Principauté d'Aigues-Mortes. D'accord. Ils ont leur propre argent. Tout Aigues-Mortes ? Tout Aigues-Mortes, oui. La ville d'Aigues-Mortes est déclarée comme une principauté. Bon sang, je suis passé à côté de ça, je vais y aller ce week-end. Impérativement. Voilà, alors donc je l'ai entendu et moi aussi j'ai l'intention d'aller vivre un petit peu pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, c'était les questions que je voulais. D'accord. Et par rapport à aux monnaies locales. Aux monnaies locales, voilà. Alors, donc deux choses, effectivement intéressantes. Pour moi, les monnaies locales relèvent de la logique de ce qu'on appelle des systèmes d'échange locaux, qu'on retrouve dans les circuits courts, etc. Ça relève de ce mouvement hein, dont j'ai parlé des années 90-2000, même si le mouvement des monnaies locales est bien antérieur. Mais il a commencé à se populariser et à se diffuser dans les années 2000 notamment. Et bien, ces expériences très intéressantes.
Des expériences intéressantes, pourquoi? Parce que la plupart de ces monnaies locales sont fondées sur, et les systèmes d'échange, on va dire, sont des extensions des systèmes d'échange locaux. Un système d'échange local, qui passe la plupart du temps par la mise en place d'une monnaie locale, suppose de repenser la valeur du travail que nous échangeons. Et là où il y a quelque chose d'essentiel, c'est que l'idée du coup d'une monnaie locale pour favoriser la circulation de ce que nous produisons à partir de notre travail dans ces systèmes-là, l'idée d'une monnaie locale est d'autant plus intéressante que cette monnaie ne sert plus qu'à échanger. Un des principes fondamentaux des monnaies locales, la plupart du temps, mais attention, c'est qu'il y a plein de systèmes de monnaies locales très différents les uns des autres. L'intérêt des monnaies locales, c'est notamment que normalement, elles ne s'accumulent pas. C'est-à-dire qu'elles perdent de leur valeur régulièrement. Et l'intérêt, c'est que la valeur de ces monnaies est déterminée par des conseils, par des assemblées générales, de membres d'associations. On est la plupart du temps dans une association, donc on est dans un mouvement politique où à un moment on se dit, bah voilà, nous on décide à un moment d'avoir notre propre échelle de valeur, notre propre monnaie pour faire circuler, ce qui permet d'inclure des gens qui autrement n'auraient pas de monnaie, mais ça peut être compliqué. Pourquoi est-ce que ça peut être compliqué? Parce que dans la diversité des systèmes d'échange locaux, enfin des systèmes de monnaie locale, il y a de plus en plus de monnaies locales qui n'ont plus pour objectif que de dire, bon, on va utiliser notre monnaie locale pour favoriser l'économie locale. Mais cette monnaie locale, pour y accéder, il faut d'abord déposer des euros. Et c'est là qu'on commence à avoir un problème. C'est que du coup, il y a un problème d'inclusion et du fait qu'on a de plus en plus de monnaies locales qui ont du mal à se mettre en place parce qu'elles deviennent littéralement des monnaies locales exclusives. Ne sont inclus dans la monnaie locale que ceux qui ont des euros à mettre dedans au départ. Du coup, il y a certaines monnaies locales qui essayent de mettre en place un système solidaire dans lequel vous mettez, par exemple, pour simplifier les choses, vous mettez 1 euro, vous avez 0,5 de la monnaie locale et 0,5 qui ira à quelqu'un qui n'avait pas d'euros à mettre. Un truc comme ça, c'est le principe qu'on peut trouver par exemple dans les épiceries solidaires. Vous achetez le kilo de tomates à 2 euros pour que d'autres puissent l'acheter à 0,5, à 50 centimes d'euros. C'est ce principe-là, on redistribue entre nous. Ce qui est intéressant dans tous ces mouvements, c'est l'idée qu'à un moment, c'est collectivement qu'on va redécider de la valeur du travail, de la valeur de certaines choses, de la solidarité, des inégalités, etc. Mais le grand risque, c'est qu'on se retrouve à former un petit groupe fermé sur lui-même, et qu'on soit dans l'entre-soi, finalement. Mais ça, c'est un risque permanent. Hein. Quand vous faites une communauté, quand vous faites même une AMAP, une AMAP, c'est un producteur et ses consommateurs. Une fois que la map, elle est au taquet, on n'est pas dans la map, on n'est pas dans la map. C'est toute la difficulté. Reconstruire du lien, ça suppose de se mettre en lien avec des gens, à former un groupe, mais ce groupe, ça devient nous et les autres. Et c'est très complexe. C'est pour ça qu'on a souvent un problème de, une fois qu'on a fait un groupe à quelques-uns, comment ce groupe, on l'ouvre. Et ce qui est important, du coup, de mon point de vue, c'est quand ces démarches s'appuient sur des chartes, dans lesquelles les valeurs sont très clairement expliquées. Et du coup, ce qui fait que les gens adhèrent ou pas, c'est le respect d'une charte. Du coup, vous voyez, cette idée de petite communauté, je rebondis sur votre idée de principauté, d'Aigues-Mortes. Il y a un nouveau pays, au sein de l'Union européenne, enfin qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui s'appelle le Liberland. C'est entre la Croatie et la Serbie, si je ne m'abuse, là sur une île au milieu du Danube. C'était un territoire dont personne ne voulait. Et du coup, il y a des gens qui se sont mis, qui ont dit, c'est notre pays. Alors c'est un pays qui a un président, machin, une monnaie, etc., mais qui n'est pas reconnu encore par aucun autre. Vous verrez, vous tapez sur Internet Liberland, vous arriverez là. Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que c'est un nouveau pays ultra-libéral. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de trucs comme ça, il n'y a rien du tout. Leur principe, c'est la liberté absolue des individus. Ils sont en train, et ouais, c'est intéressant, quand votre question est d'autant plus pertinente, ça permet de revenir sur... Ils essayent de mettre en place l'utopie libérale absolue qui a émergé au cours du XVIIIe siècle. Bon, c'est pas encore en cours. Mais donc, pourquoi est-ce que je reviens là-dessus? Parce que vous voyez, soit on peut se fermer à l'échelle d'une petite communauté, soit on peut se refermer à l'échelle d'un pays. C'est pour ça que toutes ces utopies qui se réalisent à l'échelle d'un territoire, c'est toujours problématique. La problématique, c'est quoi? C'est comment est-ce que je définis un territoire d'action qui devient notre territoire, et en même temps, comment est-ce que je peux faire ça sans développer une forme d'égoïsme territorial? C'est-à-dire, je me mets finalement en rupture de la solidarité avec les autres territoires. Et pourquoi ça pose problème? Parce que je peux faire une petite communauté de monnaie locale à l'échelle de mon quartier, à l'échelle de mon village, à l'échelle de plusieurs villages. Je peux inventer une nouvelle principauté, un nouveau pays, machin, etc. Mais quels sont les liens de solidarité avec les autres? C'est important de redévelopper des solidarités au niveau local. Au niveau local au local. Et c'est au niveau local au local que ça se joue mieux
qu'effectivement, j'ai plus de chances de me sentir solidaire du paysan qui travaille à côté de chez moi, si je le connais, si je vais dans sa ferme pour acheter ses produits, etc. Bien entendu, c'est plus facile. C'est plus facile pour moi de me sentir solidaire des gens avec lesquels je vais, une fois par mois, avoir une réunion de mon association, on va faire des projets communs, machin, etc. Ça, c'est fondamental. Mais du coup, le risque à un moment, c'est de dire, bah, ce qui marche chez nous, c'est bien chez nous, mais... vous voyez, il y a une autre expérimentation, il y a un quartier de Copenhague qui s'appelle Christiania, un quartier de Copenhague qui est né dans les années 70, grand quartier utopique, etc., libre, coopératif et compagnie. Ben, le problème, c'est que maintenant, c'est totalement fermé. Et donc, on est en permanence dans ces tensions entre comment faire groupe, comment rester solidaire des autres, comment être ouvert sur le monde sans être fermé sur les autres. J'ai pas de réponse à ça. Et quand vous me demandez qu'est-ce que vous en pensez, du bien et du pas bien. Je pense du bien quand je suis dedans, que je me sens bien. Et après, en même temps, du pas bien quand je prends conscience des limites de ce qu'on est en train de faire. Parce qu'ils ont un roi, j'ai vu sur Internet. À Liberland Non, ou à Aiguemorte. à Aiguemorte, ils ont un roi, carrément. Ah ouais, mais pas de sang. Ah ouais. Ah ouais. Ils élisent un roi. Ils ont élu un roi. Alors, j'ai vu ça sur Internet. Comme ça, collectivement, ils pourront voter de le décapiter. Voilà. Et ce sera une décision démocratique. Est-ce qu'il a pris conscience de l'ensemble des risques de la fonction? En tout cas, sur le territoire français. D'accord, oui. Eh bien, je vous avoue que j'irai voir un petit peu ce qui se passe avec moi. Mais on peut y rentrer, il faut franchir. Enfin... On est sur Internet et on vous explique. Ok, ben, je vais aller voir ça tout de suite. Enfin, tout à La l'heure. principauté de Principauté d'Aiguemorte. Ok, je vais aller voir ça. Je vais voir ça. J'avais une question. Donc, l'outil aux travailleurs, la terre aux paysans qui la travaillent, on est bien d'accord? Donc, plus d'héritage. Non, plus d'héritage. Ça va en faire, ça va en faire glisser plus d'un. Ouais, mais ouais, c'est marrant là. Cette question de l'héritage, on recommence à en parler hein, quand on constate le niveau des inégalités, etc. Puis qu'on voit bien qu'on est passé à un capitalisme d'héritier, donc on recommence à en parler. C'est la question de l'héritage. Et d'ailleurs, c'est le thème d'Alternative économique ce mois-ci, je crois, ou c'était celui dans le mois dernier, le retour des héritiers. Et dedans, il y a un article, c'est une question qui me fascine, moi, celle de l'héritage. Et encore une fois, hein, j'en reviens à ce que je vous disais la fois précédente. Il y a un moment où, quand j'étais étudiant, j'avais le choix entre soit faire une critique de l'extérieur, très socialiste, etc., soit tout à coup me dire, mais utilisons les libéraux pour critiquer le libéralisme. Et c'est la question fondamentale pour les libéraux. Si la légitimité à la propriété et à la richesse, c'est le travail, alors l'héritage est illégitime. Puisque nous héritons d'une richesse et que nous n'avons pas travaillé à produire. Donc d'un point de vue libéral, et il y a des ultralibéraux de gauche, c'est une spécificité par exemple anglo-saxonne, ça s'appelle des libertariens de gauche, qui sont pour l'abrogation de l'héritage. Et donc du coup, c'est une question à laquelle je suis sensible, cette question de l'héritage, hein, depuis maintenant 30 ans, depuis que j'ai commencé des études supérieures. Et c'est très marrant, parce que dans l'alternative économique, je me disais quand même, c'est marrant la manière dont on peut faire dire des choses à un sondage, et donc la manière dont on peut faire dire des choses aux Français. Dans l'article, il disait, oui, mais les Français ne sont pas favorables à une disparition de l'héritage et à une augmentation de l'imposition sur l'héritage. Et pour ça, il s'appuyait sur une enquête Ipsos, ou je sais pas quoi, une enquête, dans laquelle on disait aux gens, pensez-vous qu'il faudrait plus taxer l'héritage? C'était ça la question. La question, c'était pas d'abord, pensez-vous, parce que c'est ça le problème de l'héritage, pensez-vous qu'il faudrait taxer l'héritage beaucoup plus lourdement, à partir de 150 000 €, ce qui correspond finalement à moins de 10% de la population, mais à 90% de l'héritage en France. C'est pas la même chose si vous demandez ça aux gens. Moi, vous me demandez une augmentation des taxes sur l'héritage. Je dirais, ouais, quand même, ce serait embêtant. Ma mère l'a boussé, je suis comme tout le monde. Hein. Là, j'oublierais mes principes de justice. Je dirais, quand même. Et sauf qu'après, en réalité, la question de l'héritage, ce qui génère des inégalités, c'est pas l'héritage que 80% des Français lèguent à leurs enfants. Que 80% des Français qui peuvent laisser un héritage. Parce qu'il n'y a que 70% des Français qui, grosso modo, qui peuvent laisser un héritage qui fait sens. Et sur ces 70%, il y en a 80% qui sont très en dessous de ce qu'on appelle des niveaux de richesse, qui ne sont pas soumis à l'ISF, à l'époque où il existait. Donc c'est pas compliqué. Hein. Regardez les gens qui étaient soumis à l'ISF, et c'est ça qu'il faut taxer comme héritage, de manière très lourde. Ou alors on pourrait poser la question autrement aux gens. Seriez-vous pour une suppression de l'héritage à partir du moment où vous serez sûr que l'État assurera
à vos enfants d'avoir un logement? Ben moi, la question, elle n'est pas la même. Pourquoi est-ce que je suis pour l'héritage? Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans l'achat d'une maison et machin, etc. Je me dis, bah, comme ça, quand je casse ma pipe, mes gamins, ils auront un toit, quoi. Et, bien entendu, vous voyez, et là, on voit comment la réalité se construit. Donc, quand on dit, comme vous me dites, vous êtes contre l'héritage, et je vous dis oui, ouais, ça ferait du ramdam, ben en fait, tout dépend de la manière dont on se pose la question. Et c'est pour ça, vous voyez, moi, je suis totalement opposé au référendum, qu'il soit d'initiative populaire ou pas. Parce qu'un référendum, on nous poserait juste une question, ça ne fait pas sens. Il faut avoir un débat collectif et se demander, ok, si on dit oui à ça, quel est l'ensemble des conséquences? Et une question, ça doit être beaucoup plus complexe que êtes-vous pour ou contre l'héritage? Ceux donc, qui n'espèrent rien de leurs parents vous diront je suis contre, et ceux qui espèrent même pas grand-chose vous diront je suis pour. Ça veut rien dire. Ils ont qu'à nous demander si on est pour ou contre la retraite. Ben, on leur dira qu'on est pour. Hein. Ils diront ah ouais, mais ça, c'est une question qu'on ne vous pose pas. Donc, c'était très intéressant de dire bah, les Français sont contre, enfin sont pour l'héritage. Bah, non, les Français sont pour faire en sorte que leurs enfants vivent mieux qu'eux. Et donc, pour la plupart d'entre nous, ça passe par essayer, pendant toute notre vie, de leur payer des études, mettre un peu de trucs de côté, d'acheter un truc pour leur laisser quelque chose. Mais encore une fois, on sera d'autant plus pour l'héritage qu'on est dans une situation sur laquelle on est revenu à plusieurs reprises, dans laquelle ce que nous savons ou nous anticipons que nos enfants vivront moins bien que nous. Donc forcément, on se dit, bah, il faut leur laisser quelque chose. Enfin, en même temps, si on leur laisse quelque chose dans un endroit où il n'y aura plus d'eau avec un réchauffement climatique. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre conférence. Par rapport à ces différentes communautés que vous avez parlé en Espagne, justement, tous les problèmes qui ne sont pas productifs je veux dire, pas pour se nourrir, mais je veux dire la santé, la gestion politique, la gestion, quand je dis politique, je veux dire de justice, tous ces autres domaines qui ne sont pas productifs en matière nourrissante, comment ils arrivent à gérer ça, comme les retraites, tous ces problèmes, ces différentes communautés, quels moyens ils ont trouvé à ça? Ben, tout simplement que l'idée, c'est que vous produisez un ensemble de choses, ça peut s'organiser, c'est ce qu'ils organisent, hein. Ils rémunèrent eux-mêmes leurs médecins, leur maître d'école, etc. Hein. Ils ont leur propre école, leur propre système de santé. Ils ont ça. Leur activité productive, quand j'ai dit que c'était pas rentable, c'est pas rentable pour nourrir du capital. Mais ils produisent des biens agricoles. L'essentiel de leur activité de coopérative, c'est des conserves. Ils vendent des conserves sur les marchés. Et avec l'argent qu'ils ont ensuite, c'est le principe de la coopérative, on se dit qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on met? Et c'est pour ça que je ne l'ai pas redit parce que c'était sur la diapo, ça ressemble vraiment au phalanstère de Saint-Simon, de Fourier et de Gaudin. Parce que l'idée, c'est qu'une fois qu'on a généré cette richesse qui arrive, on dit qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est collectivement qu'on décide et qu'on se dit bah, cette année, on peut se payer tant et on va mettre tant d'argent pour la rénovation des bâtiments, pour l'école, pour machin, etc. Donc, ce qui veut dire que collectivement, on peut y arriver. En fait, ils s'auto-prélèvent des impôts pour rémunérer ça, bien entendu. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est bien entendu, il y a des activités productives. Enfin, en fait, cette idée, on peut raisonner simplement là-dessus, sur comment est-ce qu'on peut penser la rentabilité et tout ça. En France, les agriculteurs représentent moins de 3% de la population active. Et ils nourrissent tout le reste de la population. C'est QFD. Ce qui veut donc dire qu'on peut effectivement se dire qu'il y a une partie de la population qui est affectée à produire une partie des ressources dont on a tous besoin pour vivre, se nourrir, machin, etc. Il y en a qui peuvent... En fait, on est quand même... Et c'est pour ça qu'on n'est pas si loin que ça des utopies du début du 19e siècle, des utopies socialistes. L'idée, c'est pas qu'on ne travaille plus, c'est pas qu'on ne produit plus, c'est juste qu'on produit, on divise le travail, il y en a qui vont faire de l'agriculture, d'autres qui vont faire de la santé, de l'éducation, de machin. On divise le travail, il est organisé rationnellement, c'est-à-dire qu'on essaye d'être les plus productifs possibles, mais on est les plus productifs possibles pour nous tous. Et pas juste pour soi, ni pas juste pour les propriétaires du capital. Encore une fois, quand on dit qu'aujourd'hui on est dans une situation catastrophique, si on laisse de côté l'environnement, oui, nous sommes dans une situation catastrophique, le monde n'a jamais été aussi riche qu'il l'est aujourd'hui. On ne produit pas moins de richesse en France par habitant qu'on en produisait il y a 20 ou 30 ans. On n'en produit pas moins que pendant les 30 Glorieuses. Bien entendu, j'ai bien précisé, en laissant de côté la question de l'environnement. Donc, la question fondamentale qui est soulevée, qui est ressoulevée depuis 20 ans, si vous voulez, c'est encore une fois, pendant les 30 Glorieuses,
les inégalités ont décru dans la plupart des pays développés. Les classes moyennes se sont développées, ont accédé à la propriété, ont eu un niveau de vie beaucoup plus élevé que celui de leurs parents. Dans les années 60-70, sans le bac, on arrivait à bosser, on arrivait à devenir cadre. Il y avait une vraie perspective fondamentale. Et donc une impression de réduction des inégalités fortes. Ce qui caractérise la période que nous vivons aujourd'hui, aux États-Unis depuis les années 80, en France depuis les années 90-2000, c'est que les inégalités ont recommencé à augmenter. Et donc tout à coup, là, on se redit, mais vous voyez, on a l'impression de subir, et c'est pour ça qu'il y a toute une reconstruction de la réalité, et du discours sur la réalité, sur le réalisme, qui consiste à dire qu'il faut qu'on accepte ça. Ben, regardez, on nous explique qu'il faut qu'on accepte ça. Par exemple, on a un président qui nous explique qu'il ne reviendra pas sur la suppression de l'ISF, que ça ne fait pas partie des questions qu'on peut poser, qui nous dit donc que la réalité, c'est qu'il faut admettre le creusement des inégalités. Il faut l'admettre. Vous voyez, cette reconstruction de la réalité. Et je le rappelle, une reconstruction de la réalité qui se fait sans aucun fondement empirique. Aucun fondement empirique. La grande idée, c'est de garder les riches chez nous. Vous avez une idée du nombre de riches qui sont partis depuis la création de l'ISF par an? À peine 1 millier de foyers. Un coût estimé, les départs des Français qui payaient l'ISF, qui sont partis à l'étranger, on l'estime entre 350 et 400, 500 millions d'euros par an, contre les 5 milliards que coûte la réforme. Donc on est bien ici dans cette question de la réalité. Et voilà la question de qu'est-ce que c'est qu'être efficace économiquement? Ce que posent les utopistes du 19e siècle, ils nous disent, être efficace économiquement, c'est collectivement produire de quoi subvenir à nos besoins. Et aujourd'hui, les utopistes devraient dire, être efficace, c'est produire ce dont nous avons besoin, sans porter atteinte à l'environnement. Et c'est pour ça que l'utopie à venir, c'est ça. C'est de penser à un moment comment reprendre en main. Mais en même temps, vous voyez, il y a des trucs sur lesquels je suis hyper optimiste. Qui est-ce qui va faire bouger les choses? Finalement, c'est les gamins, quoi. C'est les gamins qui se mettent en grève en Belgique, en Islande, en machin, etc. Là, et qui sont dans la rue à dire respectez les engagements que vous avez pris. Et même aller au-delà, etc. Finalement, peut-être que c'est les jeunes qui se demandent dans quel monde ils vont vivre, parce qu'eux, à l'école, on leur apprend, ils comprennent ce que ça veut dire 1, 2, 3 degrés de réchauffement climatique, ils comprennent ce que ça veut dire. Je vois les gamins dans la vallée de l'Aude, ils ont parfois du mal à saisir le truc, parce que même moi, ça me choque quand on me le dit, mais quand je rencontre un agronome qui me dit mais l'Aude, d'ici 15-20 ans, c'est un oued, et plus un fleuve, ça fait un choc. Les gamins, ils arrivent, ils comprennent. Et ils se disent, non, on ne veut pas. Donc il y a des raisons d'être optimistes. Et eux, ils se construisent une autre réalité. Je vais vous passer le micro. Juste la dernière question vue de l'heure. Je vais passer le micro à monsieur. Bonsoir, monsieur Michel Blanc. Je voulais vous poser une question sur le village en préalable. Le village, il n'y a pas eu d'exemple qui a été d'autres villages en Espagne qui a sur la même conception que Marine et Nadal. C'est des expériences comme ça, il y en a un petit peu partout dans le monde, de villages comme ça communautaires qui sont construits. Il y en a plein. Et là, je vais aller bosser dans un village qui s'est fait comme ça dans le Périgord vert. À un moment, le village était avant, juste comme ça, avant. D'accord. Il n'y a plus personne. Je voulais aborder un sujet, mais j'ai peur d'être hors sujet, si on peut dire, je mets les guillemets, sur l'intelligence artificielle. Parce que vous savez qu'actuellement, nous sommes confrontés à 2 blocs, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis, qui progressent de façon très rapide, et que nous, Européens, nous sommes donc confrontés à... C'était très hétérogène au niveau européen. Donc je voudrais savoir justement comment vous l'interprétez, le parallèle entre l'intelligence artificielle et les utopies réelles à venir. Je pense que pour le moment, les intelligences artificielles nourrissent beaucoup plus de dystopie que d'utopie. Oui, non mais tout à fait. Mais je pense que ça nourrit d'abord des dystopies plus que des utopies. Oui. Ça nous laisse présager... Enfin, c'est toujours pareil, la question de l'intelligence artificielle, c'est qui la maîtrise. Mais c'est comme les machines, les machines, ça aurait pu être un truc vachement bien pour nous tous.
Moi, j'aime pas le travail, hein. Je dois dire. Moi, je préfère qu'une machine fasse le travail à ma place. Je préfère que les machines fassent le travail à la place de tout le monde. Les intelligences artificielles peuvent être très intéressantes si elles sont utilisées pour l'intérêt collectif. Le problème, c'est que les intelligences artificielles seront utilisées pour le capital. Enfin, on en revient toujours à d'où je suis parti la semaine dernière. Il y a des choses parfois qui sont très simples. Nos principales tensions, elles sont liées encore et toujours à l'opposition entre capital et travail. Et des intelligences artificielles qui tournent pour le capital et pour le pouvoir politique, c'est des intelligences artificielles inquiétantes. Absolument. Moi, je suis d'accord avec vous. Et comment faire pour contourner justement ce qui est actuellement dans des secteurs où ils travaillent énormément pour justement développer cette nouvelle technologie? Je ne sais pas. Je sais juste qu'il faut échanger, trouver le maximum d'espace dans lequel nous pouvons parler avec les autres, réfléchir avec les autres. Les utopies ne viendront pas d'intellectuels qui nous ont trahis. Les utopies, elles viendront Vous croyez que certains leaders américains ou leaders chinois discutent avec beaucoup de personnes? Non, pas du tout. Mais nous serons là encore après. J'y crois, et ce sera ma note d'optimisme de la soirée. Nous serons là encore après. Peut-être dans 50 ans, pas avant, peut-être. Bon, j'y serai plus, mais mes enfants. Moi non plus, mais je pense pour mes petits-enfants. Je comprends. Je comprends. Merci, monsieur. Merci à tous. À bientôt. Merci. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините.